C'est avec beaucoup d'intérêt qu'on va vous suivre. Je vous laisse la parole tout de suite et puis bonne conférence. Je vais juste préciser que la conférence, elle est enregistrée et que du coup, donc, il n'y a que les intervenants qui sont filmés. Et voilà, et qu'après, ce sera retransmis sur la page YouTube de YouTube. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Pierre-Alain Pugard, je suis gastro-entérologue à la clinique Mamao. Je remercie Amazon et CPF de m'avoir invité. Je suis très content de venir ce soir pour parler du cancer colorectal, parce que c'est un cancer qui est sous-estimé, sous-évalué, notamment pour les Français. Moi, je vois tous les jours quand j'essaye de parler de dépistage du côlon à mes patients, ils me regardent avec des yeux. C'est quoi ce truc? Je pense que c'est bien d'essayer d'en parler, puis vous serez là pour semer la bonne nouvelle et en parler autour de vous, c'est quand même très important. Donc, merci à Amazon, merci TPF. Donc, on va commencer. Bien. Donc, on va commencer juste un petit rappel très rapide de l'anatomie, parce que pareil, souvent en consultation, quand je parle de côlon, d'intestin, c'est par là, mais je ne sais pas trop ce qui se passe. Dans le tube digestif, on a l'œsophage, c'est le tube qui va de la bouche jusqu'à l'estomac. Ensuite, on a l'estomac, le petit intestin, et qui finit par le gros côlon, le gros intestin. Donc, nous, c'est vraiment sur cette dernière partie qu'on va travailler, donc le côlon. Pourquoi? Parce que dans le petit intestin, il n'y a pas vraiment de cancer, ou c'est extrêmement rare et c'est très spécifique. En revanche, dans le cancer du côlon, il y a beaucoup de cancer. Donc, il y a plusieurs parties. Hein. Le côlon et qui finit par le rectum. C'est pour ça qu'on parle de cancer colorectal. En pratique, c'est un petit peu la même chose. C'est juste la distance à l'anus qui est différente. Pourquoi c'est un cancer important? Parce que c'est un cancer qui est très fréquent. En fait, on n'en parle pas. C'est la deuxième cause de mortalité par cancer dans le monde. La première cause, c'est le poumon international. Et donc, le cancer du côlon tue. Si on regarde les chiffres, il y a presque 2 millions de nouveaux cas par an. C'est énorme. Et ça provoque à peu près 1 million de décès. Donc, 1 million, c'est beaucoup. Mais d'un côté, on se rend compte qu'il y en a quand même la moitié qu'on arrive à guérir. Donc, c'est un cancer qui est fréquent, qui peut être grave parce que, en termes de quantité de personnes qui décèdent, on a beaucoup, mais qu'on arrive quand même à bien soigner. Juste quelques chiffres par rapport à la France. Alors, on n'a pas vraiment de données en Polynésie, c'est un peu compliqué, on travaille avec les CPF. Là, c'est les chiffres de métropole. C'est pour montrer que c'est un cancer qui est là aussi important, puisque c'est le 3e cancer en termes d'incidence. Incidence, c'est le nombre de cancers par an qu'on va diagnostiquer. Donc, que ce soit chez l'homme, c'est le 3e, derrière la prostate, et chez la femme, c'est le 2e. D'accord? Donc, c'est une fausse idée qu'il faut s'enlever la tête. Ce n'est pas un cancer qui touche que les hommes, on va en parler. Donc, chez la femme, c'est le deuxième, en termes de mortalité, pardon, c'est le 2e cancer qui tue le plus chez la femme, le plus chez l'homme et le 3e chez la femme. Et donc, c'est ça que je voulais vraiment retenir, c'est que si on parle en termes d'incidence, il y a 54%, ce sont des hommes, 46% sont des femmes. Donc, moi, j'ai souvent des patients, des couples qui viennent me voir, où madame est toute contente d'amener son mari chez le gastro-entérologue parce qu'elle s'est fait faire sa mammo, qui est très agréable, et elle dit, tiens, à ton tour de se faire de subir. Et moi, je dis, non, ma chérie, faites toi aussi, ça va faire ce qui se passe. Donc, retenez ça, c'est une fausse idée. Le cancer du côlon ne touche pas que les hommes, pas du tout. Il touche presque autant les hommes que les femmes, effectivement, un petit peu plus les hommes, mais donc les femmes aussi, il faut vous faire des pistes. Alors, l'histoire naturelle, c'est très important parce que contrairement à beaucoup de cancers, il y a la majorité des cancers, quand les cellules commencent à se transformer, c'est un cancer dès la base et il va grossir. Là, c'est pour ça que le dépistage va être important, on va le voir. Le cancer du côlon provient toujours d'un petit polype. Un polype, c'est une petite lésion bénigne et ce polype va grossir petit à petit pour se transformer en adénome et effectivement, au bout d'un certain temps, il peut se transformer en cancer. Donc, tous les cancers du côlon proviennent toujours d'un petit polype qui était bénin. Et en fait, si vous regardez l'évolution entre la naissance du petit polype et la transformation en cancer, ça met 10 ans. Donc, en fait, on a 10 ans pour intervenir avant que ça se transforme en cancer. Une fois que le polype s'est transformé en cancer, là, pour le coup, c'est un peu comme tous les cancers, c'est-à-dire qu'il va grossir petit à petit. Lui, son but, c'est de grossir et d'envahir ce qu'il y a autour. Il va aller envahir la paroi du rectum ou du côlon.
Et puis après, son but, c'est d'aller envoyer des cellules ailleurs. Il peut envahir des ganglions. Et s'il touche des vaisseaux, ben, il peut envoyer des métastases, c'est-à-dire des cellules ailleurs que ce soit au poumon ou au foie. Donc, on a dit, c'est un cancer qui peut toujours d'un polype, pareil d'attendre, et surtout, quand on prend en charge ce cancer quand il est tout petit, on a de très grandes chances de guérir. Si on regarde les stades, alors c'est un petit peu spécifique, mais en gros, quand le cancer est superficiel, et ben 5 ans après, 94% des patients sont vivants. Ça veut dire que quand le cancer est pris très tôt, on arrive à traiter ces cancers. Donc, là encore, c'est pas un bon cancer, parce que bien sûr, aucun cancer n'est bon, et c'est un cancer que l'on peut guérir si on le prend super. Les facteurs de risque, il y en a deux principaux. Ben, c'est l'âge. Plus on avance en âge, plus on a un risque de développer un cancer. Avant 50 ans, il n'y a quasiment pas de cancer du côlon, c'est 6% des cas. En revanche, plus on avance en âge, ben, plus le risque de cancer est important. Et là encore, on a les hommes et les femmes. Je le répète, hein, désolé mesdames, mais c'est aussi un cancer qui peut vous toucher, ce n'est pas un cancer qui touche que les hommes. Donc, principal facteur de risque, c'est l'âge. Deuxième facteur de risque, c'est les antécédents personnels et familiaux. Et pareil, quand vous en parlez autour de vous, ben, parce que ça fait un peu honte, parce qu'on n'a pas envie de dire qu'on a passé une coloscopie, mettre un tuyau. Mais comme vous en parlez un petit peu, ben, souvent, il y a un cousin, il y a un oncle, il y a un ami qui a eu une coloscopie, qui a eu des polypes et qui a eu un cancer. Donc, s'il y a des antécédents personnels et familiaux de polypes du côlon ou de cancer dans la famille, vous-même, vous êtes plus à risque. D'accord? Et après, il y a certaines maladies qui peuvent être favorisantes dans les cancers, mais c'est des maladies qui sont assez spécifiques. Et les gens qui sont porteurs de ces maladies sont très surveillés, donc généralement, ils savent que c'est ça. Il y a d'autres facteurs de risque qui sont bien secondaires, mais c'est juste pour les citer et pour vous expliquer pourquoi en politique française, c'est important. Il y a l'alimentation, les fameux, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, pas trop de viande, pas trop gras, pas trop sucré. Pas de super là-dessus. L'alcool, le surpoids, l'obésité, pas non plus champion en politique. Et puis après, il y a des facteurs cliniques. Donc là encore, les principaux facteurs, là, j'ai les antécédents familiaux, mais il y a aussi des facteurs associés qui sont très présents en politique. Les symptômes. Donc en pratique, les principaux symptômes du cancer du côlon, il y a la douleur abdominale. Donc ces douleurs qui sont chroniques. Ces douleurs qui sont chroniques. Bien évidemment, si vous avez mal un week-end parce que vous avez trop mangé, ce n'est pas un cancer. Mais en revanche, si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous avez une douleur qui est toujours au même endroit, etc., ça doit être un signal d'alerte. Deuxième symptôme, c'est la modification du transit. Là encore, si vous avez mangé trop de papaye tout le week-end, la diarrhée de lundi, c'est normal. Mais si vous avez un transit qui est assez fixe, hein, j'ai des patients qui disent, moi, tous les matins à 9h, je fais caca. Et puis, tout d'un coup, pendant des semaines et des semaines, ben, je fais tous les 2 jours, ou je fais tous les 3 jours, alors que j'avais tout le temps. C'est un signal d'alarme, c'est un signal important. Les rectoragies du méléna, ça veut dire quand on a du sang dans les selles, soit du sang rouge, soit du méléna, c'est du sang noir, du sang digéré. Là aussi, c'est un signal d'alarme. Et là, je voudrais vraiment, là encore, qu'on s'enlève l'idée de la tête. C'est pas parce qu'on a du sang rouge dans les selles que c'est les hémorroïdes obligatoirement. Parce qu'effectivement, si vous avez un saignement qui vient des hémorroïdes, ça va être du sang rouge. Mais si vous avez un cancer juste au-dessus, ça sera du sang rouge aussi. J'ai trop de patients qui m'ont dit, ben, comme c'était du sang rouge, je saigne depuis 6 mois, mais comme c'est du sang rouge, c'est mes hémorroïdes, donc c'est la confusion. Ah ouais, en fait, il y a donc là encore, si c'est des saignements qui sont chroniques, qui sont importants, c'est un signal d'alerte. Et enfin, l'altération de l'état général, ben, c'est un petit peu des symptômes qu'on voit, hélas, dans tous les cancers qui sont un peu évolués. La perte de poids, la fatigue, c'est souvent en lien avec une anémie, c'est-à-dire quand on perd trop de sang, ben, du coup, on est un petit peu perdu. La prise de sang, le cancer colorectal ne se voit pas sur une prise de sang. Souvent, j'ai des patients que j'essaie de convaincre de faire une coloscopie, ils me disent oui, mais ma prise de sang est normale, donc je vais bien. Bah non. Quand on a des polypes, la prise de sang est normale. Quand on a un cancer des poumons, la prise de sang est normale. Quand la prise de sang devient anormale, c'est que le cancer a déjà un petit peu évolué. Donc, une prise de sang normale n'est pas un signe de je n'ai pas de cancer. Et effectivement, sur la prise de sang, on peut avoir une anémie, hein, parce que même si on ne voit pas le sang couler, mais une goutte par une goutte par une goutte par une goutte sur des mois, le taux de globules rouges va diminuer. Ça peut être donc là aussi un signal d'alarme pour faire un dépistage. Donc, premier point à retenir, on a vu que c'était un cancer qui était fréquent,
qui était grave, puisque il y en a quand même beaucoup de patients qui meurent, qui touche, je suis chiant avec ça, mais ça touche les hommes et les femmes, ça le retenir. Et surtout, c'est un cancer qui peut être évité, puisqu'on peut le prévenir. Si on enlève des polypes, on n'aura pas de cancer. Et si on prend le cancer très petit, et ben on pourra guérir très facilement les patients. Alors que si on attend que le cancer s'installe, les deux principaux facteurs de risque, on a l'âge et les antécédents familiaux. Et surtout, je rappelle, un polype ne fait aucun symptôme, un petit cancer ne fait aucun symptôme. Quand on a des symptômes, c'est que le cancer a déjà grossi et soit il va boucher le tuyau, soit il va saigner, soit il va faire mal au ventre. Donc pareil, j'ai des patients qui me disent « mais pourquoi tu veux mettre un tuyau dans le tuyau ?» Parce que alors que je vais bien. Ben oui, mais justement, c'est pour que tu continues à aller. D'accord? Ça va? Alors, le dépistage. Donc, dépistage, vous savez, c'est un petit peu comme la mammographie, la radiotypie. Un dépistage, ça va être un test simple à réaliser dans une population générale qui va bien. Quand on fait la radiotypie, moi, je vais super bien. Oui. Chez des patients asymptomatiques, puisque c'est du dépistage, et le but, c'est de trouver une maladie grave, et le cancer, vous savez, est une maladie grave, à un stade précoce, puisque plus le cancer est petit, plus on va facilement le guérir. Donc, vous avez les deux exemples, la mammographie, dans le cas du cancer du sein, et puis le frottis, dans le cas du cancer du col de l'utérus. À chaque fois, c'est des tests simples chez des gens qui sont en bonne santé, mais qui permettent de diagnostiquer un cancer très précocement. Alors, comment on se fait dépister? Alors, je vous ai mis 3 cas de figure. Soit j'ai des symptômes. Là, il ne faut pas chercher à comprendre. Vous saignez depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vous avez mal au ventre depuis plusieurs mois. Vous allez consulter votre médecin traitant ou votre gastro-entérologue. Et là, vous allez probablement avoir droit à une coloscopie. Deuxième possibilité, je n'ai pas de symptômes, mais j'ai des antécédents, soit personnels, j'ai déjà eu des polypes, ou familiaux, de polypes ou de cancer. J'ai mon père qui a eu un cancer du côlon, j'ai mon oncle qui a eu des polypes. Dans ce cas-là, ben oui, il faut faire une coloscopie parce que vous êtes plus à risque de faire des cancers. Et puis, la dernière possibilité, c'est je n'ai pas de symptômes, je n'ai pas d'antécédents, mais j'ai plus de 50 ans. Et on a vu que c'est à partir de 50 ans que dans ce cas-là, est-ce que je dois me faire me dépister? Pour maintenir le suspense. Ah oui, bien sûr qu'il faut se faire dépister. Puisqu'on a dit le but du cancer, c'est d'éliminer un cancer asymptomatique et donc augmenter les chances de guérison. Donc, oui, il faut se faire dépister, même si on va bien, même si on est en excellente santé, même si on n'a pas d'antécédents, mais parce que j'ai plus de ça. Quel dépistage? Alors là, c'est un peu compliqué à Tahiti parce que, en fait, on n'a rien qui est organisé et on y travaille avec les CPF. Vous avez juste mis des exemples. En France, en métropole en tout cas, il y a un dépistage qui est organisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez 50 ans, vous allez recevoir un test de dépistage de recherche de sang dans les selles. Juste si tu peux passer là après encore. Donc, c'est pas très glamour, mais ça marche super bien. Et c'est des autotests. C'est-à-dire que c'est le patient qui va mettre un petit plastique sur sa cuvette des toilettes, qui va faire caca dans son petit papier et qui va aller gratouiller avec le petit échantillon, qu'il met dans un pot et qu'il envoie à la. Vous imaginez bien que l'adhésion de la population n'est pas parfaite et j'ai du mal à visualiser certains de mes patients aller gratouiller leur petit caca pour savoir si tu peux remonter. Donc en France, c'est comme ça. C'est-à-dire que si je n'ai pas de facteur de risque, mais que j'ai plus de 50 ans, tous les 2 ans, je fais cette recherche de sang dans les selles. Et si la recherche de sang dans les selles est positive, alors je vais faire une coloscopie. J'ai mis un autre exemple aux États-Unis. Eux, ils sont beaucoup plus interventionnistes. Ils recommandent qu'à partir de 45 ans, il faut faire des coloscopies régulièrement. La différence, c'est qu'aux États-Unis, il faut payer, il faut avoir une assurance, etc. Et puis, il y a les Allemands. Eux, en fait, ils laissent le choix. C'est-à-dire qu'à partir de 55 ans, c'est au choix du patient. Soit on fait une recherche de sang dans les selles, ou bien on fait des coloscopies tous les deux. Donc, chez nous, comme je vous le disais, il n'y a rien qui est organisé. Donc, il n'y a pas vraiment de consensus. Donc, on est un petit peu embêté. Donc, finalement, c'est à la fois en fonction des patients, à la fois en fonction du gastro-entérologue et du choix de patient. Donc, en pratique, je vous ai mis les deux possibilités. Soit on fait une recherche de sang dans les selles, donc, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas de dépistage organisé en France,
le problème, pourquoi il n'y a pas de dépistage organisé en Polynésie française, c'est parce qu'il y a une sous-évaluation du nombre de cancers. En fait, dans les registres anciens, il y a certains gastro qui ne pouvaient pas complètement le jeu. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de dire au gouvernement, ben, il faut faire un dépistage chez tout le monde, alors que dans les registres, il y a très peu de cancers du côlon. Mais en fait, il y en a beaucoup dans cette mais ils sont sous-évalués. Ça a un coût. Faire des dépistages chez tout le monde, ben, ça coûte de l'argent, surtout les gens qui sont dans les sites, il faut faire les évasales, etc. Donc, c'est pour ça que c'est pas juste. Mais la recherche de sang ASL, c'est réalisable à la demande du patient. Si vous allez voir votre médecin, et dites, ben voilà, j'ai plus de 50 ans, j'ai vu Toté Cougard qui m'a dit qu'il fallait faire mon dépistage, donc oui, on peut faire ce dépistage. Donc, il faut s'informer auprès du médecin. Et effectivement, si ce test de recherche de sang ASL est positif, alors je vais avoir une coloscopie. Les avantages du test de recherche de sang ASL par rapport à la coloscopie, ben, c'est moins invasif, hein. C'est juste un prélèvement, il n'y a pas d'anesthésie, etc. C'est beaucoup moins coûteux pour la CPS. Les inconvénients, ben, il y a beaucoup de faux positifs. J'en ai encore eu un ce matin, c'est-à-dire que vous allez faire votre prélèvement, le laboratoire vous dit ah, ben, il y a du sang dans les selles. Là, pendant le temps d'avoir un rendez-vous chez le gastroentérologue, vous ne dormez pas, c'est la catastrophe, ça y est, je suis sur la terre. Et en fait, quand on fait la coloscopie, c'est un faux positif. Et il y a heureusement moins, mais il y a quelques faux négatifs où ben, le test est négatif, donc je ne fais pas de coloscopie, et 3 ans après, ben, donc, effectivement, c'est bien pour une grande population, mais ce n'est pas parfait. Inversement, la coloscopie. Là, pareil, je vais essayer de casser quelques mythes sur la coloscopie, parce que tout le monde voit ça comme un truc horrible, ingénieux, etc. En pratique, ça se fait très facilement, très simplement. Là, il y a tout le monde qui fait oh là, on va y aller doucement. Donc, la coloscopie, on a dit le but, bah, c'est de rechercher le cancer. Mais c'est aussi de rechercher des polypes. Et surtout, si on trouve des polypes pendant la coloscopie, on les enlève pendant la coloscopie pour éviter d'avoir un cancer. Puis ça permet des fois de diagnostiquer d'autres pathologies. Les gens qui viennent parce qu'ils ont des douleurs depuis 3 mois, ils n'ont pas de cancer, mais on trouve des diverticules, d'autres maladies. Donc comment ça se passe en pratique? Donc ça se fait à l'hôpital ou dans les 3 cliniques de PAPLT. En ambulatoire, vous ne dormez pas à la clinique, vous arrivez le matin, vous sortez en fin de matinée. Sous anesthésie générale. Vous ne voyez rien, vous ne sentez rien, vous est juste à l'assiette. Franchement, c'est une anesthésie qui est très courte, 20 minutes, qui est très légère. Donc, vous vous endormez, vous vous réveillez en me disant j'ai fait un rêve, c'était super. C'est véridique, hein, pas souvent. Les seuls impératifs, c'est qu'il faut une préparation de colline. Il faut vider le côlon. Sinon, bah, c'est moi qui me fais caca sur les mains. Donc, il y a une purge à prendre la veille de l'examen. Et surtout, il n'y a aucun symptôme après l'examen. Vous vous réveillez, vous n'avez pas mal au ventre, vous n'avez pas mal au nez, il y a absolument. C'est pris en charge en intégralité par la CPS. Vous n'avez pas à faire l'avance des frais. Même si vous êtes en clinique, vous ne payez pas, c'est complètement pris en charge, il n'y a pas de dépassement. Donc, il ne faut pas que ça soit un frein. Ça ne coûte rien. Il ne faut pas que ça soit un frein. Et effectivement, il y a plus de risques de complications que sur une recherche de sang ASL, mais c'est minime, puisque c'est 0,06% de cas. Je touche du bois. J'en ai jamais eu, donc. Et. Juste parce que souvent, les patients, surtout les messieurs, je ne sais pas pourquoi, me disent non, mais attends, moi, mon anus, j'ai pas envie qu'on y touche, tu vas me faire mal à l'anus. Si vous voyez la taille du tube par rapport à la taille d'un caca, ça ne va pas faire mal, en fait. Donc, il faut, pareil, s'enlever cette partie de la tête, un petit tuyau ne va pas le sentir et il n'y aura pas de conséquences. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pendant une coloscopie? Hein? Le tuyau, il doit être vieux, ce tuyau. Non, il est tout souvent. Et tu dors, toi, c'est pas C'est un délicat. C'est très délicat. C'est même Bravoure. Donc, qu'est-ce qu'on voit à la coloscopie? En fait, voilà, on voit l'intérieur de votre côlon, ce qui permet de voir, on va avancer pour aller jusqu'au bout du côlon, pour explorer tout le rectum du côlon. On peut trouver éventuellement des polypes. Là, je vous ai mis, c'est comme un petit champignon finalement. Et là, si on ne fait pas de coloscopie dépistage, ça c'est mardi matin à la clinique, on va avoir un très gros polype et ou un cancer. Donc vous imaginez bien que autant ce petit polype, on va voir juste après, c'est facile à enlever, autant quand on a un gros polype ou un cancer, on fait appel à nos amis chirurgiens et hélas, de temps en temps, on a besoin d'avoir un traitement complémentaire. Donc là, c'est juste pour montrer, ça dure 30 secondes, comme c'est facile d'enlever un polype. Là, on est en train de faire une coloscopie, on tombe sur ce polype, donc ce petit champignon. Donc on le regarde, on essaie de bouger. Là, la préparation est nickel, il n'y a pas de caca, il y a bien, donc on va pouvoir faire ça très simplement.
Et en fait, on va faire un peu comme les cow-boys qui essayent d'attraper les chevaux dans les plaines aux États-Unis. Politique ce soir. Et ben, on va faire pareil. C'est-à-dire qu'on va ouvrir une anse. Notre colis. On va resserrer l'anse. Et on va couper en fait le polype en passant un courant de coagulation, ce qui va permettre donc d'électrocoaguler. Comme ça, il n'y a pas de saline. Hop, on tire, on coupe. Et voilà. Et on a notre polype d'un côté qu'on va bien sûr récupérer parce qu'il faut l'analyser pour vérifier à quel stade on est, c'est pas un cancer. Et on a notre cicatrice de polypectomie. Ça a pris 30 secondes. Et ça se fait pendant la coloscopie. Ça se fait pendant la coloscopie. C'est ça qui est top, c'est-à-dire que tu fais ta coloscopie, si tu trouves des polypes, tu l'enlèves, et au réveil, je te dis, voilà, soit il n'y avait pas de polype, soit il y avait un polype, deux polypes, trois polypes, et c'est fini. Mais c'est vrai que c'est vraiment simple par rapport à j'attends, j'ai peur, je ne veux pas faire ma coloscopie, j'attends, j'ai mal depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu viens me voir, je te trouve, hélas, un gros polype et ou un cancer. Enfin là, moi, je ne peux pas l'enlever parce que c'est trop gros. Donc, ça va être la chirurgie, même s'ils font ça très bien, ben, c'est compliqué. Donc, en conclusion, la coloscopie, les inconvénients, ben oui, c'est plus invasif qu'une recherche de sang essai. Et une anesthésie générale, il y a plus de risques, effectivement, de perforation. Mais en revanche, les avantages, c'est que c'est plus fiable, puisque là, on voit le côlon, donc on est dedans, donc je peux te dire à 100%, il y a un polype, il n'y a pas de polype, il y a pas de cancer. Donc, on a un diagnostic de certitude et on peut, donc, comme on le disait, retirer les polypes pendant l'intervention. Donc, dans tous les cas, il faut en discuter. Hein. On n'a pas de recommandation vraiment à Tahiti parce que on voudrait faire comme en France, on n'a pas de dépistage, c'est compliqué. Donc, c'est au cas par cas. Donc, vous en parlez à votre médecin, à votre gastro-entérologue. Et surtout, il faut le faire. En conclusion, dépistez-vous. Dépistez-vous et dites-le à votre famille, il faut faire un dépistage à partir de 50 ans, surtout si j'ai des antécédents familiaux de polypes, si j'ai des antécédents de cancer, ou si j'ai une douleur, ou si je saigne, il faut le faire. Il faut arrêter de négliger les symptômes chroniques. Les Polynésiens, vous êtes pour ça insupportable. Parce que c'est, oui, j'ai mal, mais je suis à Haïto. Donc, ouais, et le Haïto, quand il a un cancer, d'accord, donc dépistez-vous. On a vu que c'était un cancer qui était fréquent, potentiellement grave, qui touche les hommes et les femmes. Il n'y a pas de symptômes quand on est au stade de polype ou un cancer superficiel. Donc, ce n'est pas parce que je vais super bien que je n'ai rien. On peut le dépister et le traiter avant le stade de cancer. Donc, ça, c'est top. Hein. Quand vous faites votre radio Titi et qu'on trouve quelque chose, c'est top parce que c'est tout petit. Mais c'est déjà un cancer. Alors que nous, on va arriver au cancer. On peut le guérir très facilement quand il est en charge à un stade précoce. Et surtout, donc, pensez à la coloscopie si j'ai des symptômes chroniques ou des antécédents familiaux. Et le dépistage est conseillé chez tous les patients de plus de 50 ans, hommes. Je vous remercie. On passe directement aux questions à la fin. Oui. Je crois qu'il voulait faire les questions à la fin. Ouais. Non. Vous avez des questions déjà ou on fait les présentations et après vos questions? Voilà. Tu fais Vous voulez la chirurgie avant? Comme tu veux. Bon, moi, je crois que je suis hélas. Donc, Quand on va te voir, on dirait souvent. Il y a un moment que. La chirurgie, c'est quand même l'élément de. Oui, c'est. C'est là? C'est dans 24? Compatibilité Mac. Comme ça. Problème de contenu. Ah, non. Brancher mon. Ouais, on peut essayer, mais on n'a pas la prise. Ah, pitié. Tu la passes sur un autre. Non. Non, pas. Oh. Tu l'as fait. Oui, c'est ça. Ah. Allez, on va faire.
c'est tous les 5 ans. Alors, je n'ai pas précisé. 5 ans. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'en fait, il n'y a pas le temps de mettre aussi la suite. On a vu qu'il y avait 10 ans en gros. Combien c'est ça donc? Il n'y a pas une HDMI? C'est acceptable. Bref, c'est HDMI direct. C'est ça le diapo. USB. Ça, c'est la vidéo, tu avais. Ça, c'est le vidéoprojecteur. Oui, directement. Et là, si c'est HDMI. Parce que les jours, Oui. c'est HDMI. C'est bon, normalement. C'est culturel. Normalement, c'est bon. Culturel, c'est super parce que les liens sont dans l'immédiateté. À un instant clé, je ne sais pas de 5 Oui. quoi, le cadeau que j'avais pensé, ça. Il y a certaines couleurs aussi. Alors, juste, On fait absolument rien parce qu'il y a le pareil, le drap, etc. Et c'est tout à fait culturel. Ça, en français, on va juste ton PC parce qu'en fait, c'est en train de. Ah oui, pas dans, oui, je le Là. Ça te va? Moi, du coup, Là, comme ça, je me prends les diapos tout seul. C'est toute la photo. Et là, à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de politiciens qui vont. oui, parce qu'on oui, c'est plus on en fait, plus on tourne de cœur. Et quand tu rentres à la maison, on va te ok. Juste filmer le diapo. Tu peux filmer? Le diapo, parce qu'en ligne, Ouais. tu sais. C'est pour ça que je te l'envoie, je peux l'envoyer par mail, tu veux. Hein? Et tenter de faire le test, on passe par le médecin généraliste. Alors non, c'est obligatoire. Hein? Obligatoire. Non, il y a plus, il y avait la loi qui était passée où tu vois ton médecin référent, etc. Mais en pratiquement, ça a sauté, donc tu peux directement aller voir ton médecin. C'est plus obligé. Bien de l'informer. De toute façon, à chaque fois que j'ai un patient qui vient voir directement, et que je fais rien, j'envoie toujours un courrier au médecin généraliste pour dire ben, on a fait ça, comme ça, le médecin l'a aussi. Et tu n'es pas obligé de faire tout le parcours, tu peux directement. C'est important, j'ai un fait mastocytose libérative, je suis chirurgien digestif à la clinique Porfeil. Je m'occupe de stade suivant, hein. Donc malheureusement, quand les cancers ne sont pas dépistés, il faut réséquer la tumeur de façon chirurgicale. Quelques petites données d'introduction, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, simplement, c'est un peu redondant. C'est un cancer qui est assez fréquent. C'est le troisième cancer plus fréquent mondialement. C'est les statistiques de l'OMS récentes. Hein. Ça représente 10% de tous les cancers. Et aujourd'hui, on a environ 1,9 million de cas par an, avec à peu près la moitié qui décèdent malheureusement. Et en 2040, les projections sont un peu catastrophiques. Hein. Donc, c'est 3,2 millions de cas en 2024 avec la moitié des décès. Donc, comme il disait justement Pierre-Alain tout à l'heure, un diagnostic précoce donne le plus de chances de guérison. Plus on dépiste la tumeur précocement et plus on a de chances de guérir. C'est très souvent asymptomatique. Donc, on ne pas. Les maladies, initialement, ne font pas mal. Hein, donc, on ne sent pas la tumeur à l'intérieur du ventre. Et quand ça se manifeste, c'est déjà un peu, on va dire pas trop tard, mais c'est déjà un stade un peu avancé et bien plus difficile à guérir. Beaucoup plus de traitements. Il faut passer par la chirurgie, la chimiothérapie et des traitements plus invasifs. Donc, encore en rouge, dépistage, plus. Faites la coloscopie. Je n'arrêterai pas de le dire. Voilà, je veux dire que moi-même, j'ai fait une coloscopie récemment, j'ai 48 ans. Ma grand-mère a décédé d'un cancer du rectum, m'a retiré 5 polypes. J'étais bien content de l'avoir fait. Dans 5 à 10 ans, ces polypes seraient devenus des cancers. Je suis très, très content d'avoir fait tout ça. Donc, un peu d'anatomie. Donc, ça, c'est notre système digestif. Donc, vous reconnaîtrez l'estomac. Hein, quand on mange, la nourriture va dans l'estomac. On commence à digérer avec les sucs gastriques qui commencent à gérer les protéines avec l'acide. Hein. Ensuite, dans le duodénum, tout se mélange avec la bile et les jus pancréatiques et on absorbe à niveau du petit intestin. Le petit intestin sert à absorber toute l'énergie, tous les nutriments. Hein, donc, c'est dans le petit intestin. Et ensuite, tous les déchets, tous les fibres, tout ce qu'on ne digère pas, vont dans le côlon. Et au fur et à mesure, les selles se déshydratent. La fonction du côlon, c'est d'absorber l'eau. C'est pour ça que quand le côlon ne fonctionne pas, on a la diarrhée, hein, on a une colite, hein, donc ça ne absorbe pas, on a la diarrhée. Et ensuite, on fait nos selles. Donc, vous voyez que
les cancers du côlon gauche sont plus fréquents que les cancers du côlon droit. Et comme il vous montrait Pierre-Alain tout à l'heure, le pic d'incidence, c'est après 50 ans. C'est rare d'avoir des tumeurs en dessous de 50 ans, quoique on en voit de plus en plus. Hein, donc, c'est qui m'a poussé à faire la coloscopie. J'avais opéré une femme de 37 ans avec une tumeur sténosante qui rétrécit en fait la lumière digestive à 37 ans. Donc, il m'a poussé à faire tout ça. Donc, c'est une diapositive un peu complexe, un peu technique, mais c'est intéressant. Donc, c'est la stadiation des tumeurs. Donc, vous voyez que pour donner la gravité de la tumeur, on utilise trois éléments. La T, la taille de la tumeur. Le N, les ganglions, nodes en anglais. Et M, les métastases. Okay? Donc, jusqu'à là, quand il n'y a pas de ganglions, tout ça, c'est guérissable qu'avec la chirurgie. Donc, on n'a pas mis le stade encore plus précoce, c'est les lésions précancéreuses, hein, donc les polypes. Là, c'est clairement guérissable avec une endoscopie, avec un geste qui est technique, mais qui est plus facile à faire en termes d'organisation. Une coloscopie, c'est une chirurgie ambulatoire, c'est quelques heures à la clinique, une petite réduction de polypes. Hop, vous voyez doter 2 ans après pour un contrôle, et après vous faites vos dépistages, vous êtes tranquille. Quand ça commence à être des tumeurs invasives, des cancers proprement dit, ben là, il faut passer à la chirurgie parce qu'avec l'endoscopie, on ne peut pas enlever toute la tumeur. Et puis, il faut, pour être sûr d'avoir tout enlever aussi les ganglions, hein, le drainage lymphatique de ces tumeurs, pour être sûr d'avoir tout enlevé. Quand on passe au stade suivant, eh bien, le traitement est plus complexe. Il faut faire une chimiothérapie, parfois avant l'opération, parfois après l'opération, associée à une radiothérapie, parfois des traitements combinés avec de la radiologie interventionnelle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que même dans les stades avancés, on peut guérir complètement. Contrairement à d'autres tumeurs, hein, comme le cancer du pancréas, le cancer du poumon, alors des stades même précoces, ils sont difficiles à guérir. Même les stades métastatiques peuvent guérir complètement. On peut enlever les métastases dans le foie, on peut enlever des lésions secondaires dans les poumons. Donc, ce n'est pas condamné. D'accord? Donc, il y a toujours de l'espoir. Donc, comme je le disais, ça suffit, la chirurgie, pour éradiquer des stades précoces et associer un traitement combiné, multidisciplinaire, on peut guérir les stades un peu plus avancés. Donc, quand est-ce qu'on intervient? Ben, il y a 2 grands cadres de figure, soit une chirurgie programmée, soit une chirurgie d'urgence. La chirurgie programmée, c'est le cas pour hein, donc la plupart du temps, nous, on a le rôle un peu plus facile. Hein, donc, on a déjà le diagnostic, on nous a marché le travail. Le TOT généraliste a envoyé le patient chez le gastroentérologue qui a fait la coloscopie, qui a fait le diagnostic, la biopsie, hein, qui a fait déjà le bilan d'extension. Il a fait un scanner pour être sûr qu'il n'y a pas de lésion ailleurs dans le corps. Et ensuite, quand on sait que la maladie est localisée à quel intestin, on peut intervenir. Ou bien on peut intervenir dans le cadre de l'urgence. C'est plutôt le cas de la perforation, de l'occlusion. Là, on n'a pas de temps de discuter, de se réunir entre nous, de discuter des cas, et il faut intervenir en urgence. Quelles sont les techniques? Donc, il y a 2 grandes familles. Est-ce qu'on ouvre le ventre ou est-ce qu'on fait des petits trous, hein? Donc, il y a eu toute une grande discussion quand cette chirurgie a commencé à être diffuse dans les années 90. Et il y a des patrons qui disaient bah, vous ne faites pas aussi bien avec les petits trous parce que vous êtes moins précis. C'est complètement faux. Les résultats sont pareils. Qu'on ouvre le ventre, qu'on fasse les petits trous, en termes de qualité de résection, de guérison de la maladie à long terme, les résultats sont les mêmes. Sauf que la célioscopie, donc les petits trous, hein, donc la chirurgie mini-invasive, a un sacré avantage en termes de récupération, de temps d'hospitalisation, et aussi de reprise du transit intestinal, et bien sûr, moins important, mais tout de même important, les cicatrices. Se trouver avec une grande cicatrice de haut en bas plutôt que quelques petits trous avec une petite incision pour sortir la pièce, ça change au niveau de l'acceptation de la maladie et de l'intervention. Donc, on peut partager, si vous voulez, les cancers colorectaux en 2 grandes familles, hein, les cancers du côlon et les cancers du rectum. Vous voyez ici dans la diapositive en haut la vascularisation, les vaisseaux. Hein, comme tous les organes, le côlon a besoin de sang pour vivre. Et il y a 2 grandes artères, l'artère
colique droite et la mésentérique antérieure. Donc, vous voyez que tout est quand même raccordé par des anastomoses vasculaires. Donc, c'est un organe qui est assez résistant à la couple les vaisseaux, mais quand même, on ne peut pas enlever, par exemple, une petite tumeur du côlon droit, on ne peut pas enlever justice, parce qu'on laisserait des segments digestifs mal vascularisés. Donc, il faut retirer un segment de côlon plus important. Donc, on peut faire une colectomie droite, une colectomie gauche, ou tout simplement une sigmoïdectomie, sigma, en forme de S, hein, d'accord? C'est un peu notre siphon, hein, il y a tout dans la nature, hein, c'est magique. Et ce qui est important, c'est qu'avec les vaisseaux, on retire les ganglions. Hein, vous voyez, donc il faut s'imaginer les ganglions comme la douane. Hein, donc, le corps, il arrête tout ce qui est étranger au corps et essaie de le tuer, ou le reconnaître en tout cas. Et les tumeurs se détachent des cancers, la tumeur maligne en fait, hein, sont différents des tumeurs bénignes parce que de la tumeur principale, il y a des petites cellules qui se détachent et commencent à coloniser le corps. Et le premier relais, c'est les ganglions adjacents, hein, juste à côté de la tumeur. Donc, c'est important dans les résections de retirer les vaisseaux sanguins qui drainent la lésion. Pour le rectum, c'est légèrement différent. Hein, donc, l'anatomie du rectum succincte, on va dire. Hein, on peut diviser le rectum en tiers supérieur, tiers moyen, tiers inférieur et canal anal. Les tumeurs du tiers supérieur se traitent comme les cancers du côlon. Donc, il n'y a pas de chimiothérapie préopératoire, sauf dans certains cas, hein, mais ce n'est pas systématique. On résèque le segment digestif, on embarque les ganglions, on envoie l'analyse, et puis on décide ce qu'on fait après. Pour les tumeurs du bas rectum, on résèque la tumeur, et avec des marges de résection qui doivent être adaptées, qui sont au moins 1 cm en bas. Hein, on accepte 5 cm pour lésions coliques, mais pour préserver l'anus et les sphincters, en bas, on arrive jusqu'à 1 cm. Ça permet de faire une chirurgie moins délabrante, conservatrice et éviter la poche qui inquiète beaucoup de personnes. Autre chose pour les cancers du bas rectum, quand la tumeur est à moins d'1 centimètre des muscles, des sphincters, des muscles qui servent l'anus, là, on ne peut plus les conserver, parce que sinon, on laisse de la tumeur belle. Donc là, on est obligé de tout retirer et, dans ce cas-là, faire une poche définie. Alors, la poche angoisse tout le monde. C'est une minorité de cas des personnes qui ont fait une stomie. Mais il faut choisir à un moment donné de retirer la tumeur complètement et de continuer à vivre et de profiter de sa vie. Ce n'est pas non plus dramatique. Il y a des personnes qui ont des poches, qui vivent une vie parfaitement normale, qui peuvent se baigner, aller à la mer, faire du sport. Donc, c'est une vie pratiquement normale. C'est un peu effectivement angoissant et difficile à accepter ici. Ces tumeurs, ces deux types de tumeurs, les cancers du moyen rectum et du bas rectum, ça se traite initialement par une radiochimiothérapie préopératoire. Ça permet de réduire la taille de la tumeur et globalement d'avoir moins de récidives. Donc, ça donne des meilleurs résultats. Donc, d'abord, quand on a ce genre de diagnostic, on les confie à TOTRB, à ses collègues, et puis ils font une chimiothérapie. Après, le radiothérapeute fait des rayons. On diminue la taille de la tumeur, on attend un petit peu que tout se désemplame, et après, on fait la chirurgie. Donc, une fois qu'on a réséqué, il faut faire une suture, on fait une anastomose, on met l'intestin bout à bout. Hein, donc, ces sutures digestives peuvent être faites de façon manuelle avec des fils, hein, ou avec des pinces mécaniques. Les pinces mécaniques ont été inventées par les Russes. Les Russes font plein de choses. Ils font du mauvais. Et donc, il y a des règles pour faire des sutures. Il faut que les segments digestifs soient bien vascularisés. Il faut qu'ils soient bien roses, bien vivants hein, pendant les sutures. Il ne faut pas qu'il y ait des tensions. C'est logique. Hein, donc, si deux viscères sont en tension, ça peut lâcher. Donc, il faut qu'elles soient bien souples, bien détendues. Et ça. Donc, si on est dans un cadre d'une infection, hein, il y a une perforation, il y a une péritonite, il y a une infection dans le ventre, il ne faut surtout pas faire de suture. Et dans ce cas-là, on fait des poches qui sont la plupart temporaires. Grâce à... Il y a d'autres facteurs de risque pour ne pas faire la suture, l'âge, le diabète ou la localisation de la suture.
ou des antécédents de radiothérapie, je ne l'ai pas mis ici. Quand on fait des rayons, hein, ça fragilise le viscère et faire la suture, ça peut être un peu risqué. Alors, on préfère faire une poche temporaire, laisser cicatriser en bas, dériver les selles pendant quelques temps, et puis faire l'anastomose dans un second temps. Vous voyez, différentes techniques, hein. Latéro-terminal, donc les deux viscères sont comme ça, termino-terminal, okay, ou latéro-latéral. C'est des techniques de chirurgie, donc c'est un peu technique, mais c'est intéressant de voir hein, comment on peut unir le tube digestif. On verra ça après, j'ai un petit film à vous montrer. Donc la stomie. Stomie, ça vient de stoma, hein, la bouche, hein, en grec. C'est l'abouchement d'un viscère à la peau. Donc on peut aboucher soit le côlon, hein, donc ça s'appelle une colostomie. On peut aboucher le petit intestin, ça s'appelle une iléostomie. Ça, c'est le chirurgien qui décide selon la localisation de la tumeur. Les stomies, c'est un peu l'atterrissage d'urgence hein, de la chirurgie viscérale. Donc, on se trouve dans une situation difficile, on se trouve dans une situation où on ne peut pas joindre les viscères en toute sécurité. Le but, c'est de ne pas mettre en danger le patient. Donc, on préfère dériver les selles. Il faut expliquer, bien sûr, avant. Hein, donc, le risque de stomie, il faut toujours l'annoncer à la consultation préopératoire. Il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres. On peut évaluer, hein, donc une résection colique standard, une chance de finir en stomie de l'ordre de moins de 5%. Par contre, un rectum avec un de radiothérapie, j'ai l'impression fragile et diabétique, je peux leur dire que c'est 100%, il y aura une stomie, et bien, ce sera une stomie temporaire de 6 à 8 semaines. On pourra la fermer d'acheter. Donc, on peut imaginer qu'ici, une tumeur plus ici, on fait une stomie ici, hein, une stomie qui peut être double, en boucle, hein, comme ici, on abouche le viscère à la peau tout simplement, sans résection digestive. Ça permet, dans un premier temps, d'explorer le reste du côlon, de réséquer la lésion en toute sécurité, et puis d'éviter de faire des sutures sur des segments digestifs qui sont dilatés en amont. Donc, si on se retrouve avec un tuyau de cette taille-là en amont et un tout petit en bas, c'est impossible à suturer. Donc, c'est des règles techniques qu'il faut respecter. Il y a des règles en chirurgie auxquelles il ne faut pas déroger sous peine de mettre en danger le patient. Il y a des stomies latérales, il y a des stomies en canon de fusil, comme ça, ou des stomies où on abandonne un bout de viscère, des stomies terminales. Terminale, ça ne veut pas dire définitive, hein, ça veut dire que c'est tout droit. Hein, il y en a un seul. Les stomies définitives sont plutôt rares maintenant, hein, donc il faut enlever ce stigmate de la stomie. La stomie est souvent temporaire. 6 à 8 semaines après l'intervention, on peut la fermer. Et puis, on reprend une vie normale avec une petite cicatrice. Et puis, c'est tout. Donc, voilà, la maladie avancée. Qu'est-ce qu'on fait dans les stades 4? Donc, les maladies métastatiques. Ce n'est pas terminé. D'accord? On peut guérir. Donc, je voulais faire passer ce message. Même dans les stades avancés, le cancer du côlon, il n'y a pas de cancer gentil, il n'y a pas de cancer méchant, mais il y a des cancers qui sont plus méchants que d'autres. Le stade 4 pour un cancer du pancréas, malheureusement, c'est très compliqué. Par contre, on a vu des patients guérir complètement des stades métastatiques. Le traitement est multidisciplinaire. Là, vraiment, il faut que, plus que jamais, c'est déjà le cas pour tous les types de cancers, mais c'est là, tous ensemble, on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la séquence. On commence par une chimiothérapie. Ensuite, on enlève la tumeur primitive, c'est-à-dire la tumeur colique. Après, peut-être, on refait une chimiothérapie. On fait une résection hépatique, donc l'hépatectomie. Hein, vous voyez ici le foie. Le foie, on peut réséquer un bout de foie sans qu'il y ait de problème. Après, s'il y a plein de lésions, c'est plus compliqué. Après, s'il y a plein de lésions, on peut faire de la radiologie interventionnelle. On peut faire, par exemple, de la radiofréquence. Sous échographie, le radiologue, il arrive avec une aiguille dans la lésion, il peut la brûler. Et comme ça, on peut traiter, attendre, faire de la chimiothérapie. Au final, encore une chirurgie. Même les stades où il y en a plein dans le ventre, ça peut être des carcinoses péritonéales, hein, donc des stades qui sont un peu avancés, ça peut se traiter par une chimiothérapie intrapéritonéale. Ça s'appelle des CHIP, hein, donc c'est des techniques un peu extrêmes hein, qui se font en métropole, mais on peut aller vraiment très loin de le traitement de ces maladies. Et donc, voilà, message d'espoir aussi pour des lésions qui sont un peu avancées. Voilà. Je fais un petit survol sur toute la chirurgie, c'est un peu technique, je ne veux pas vous ennuyer trop dans les détails.
Est-ce que vous avez le courage de voir une petite vidéo? Alors, donc j'ai un petit film d'une colectomie. Vous voyez, il y a 3 petits trous, hein, d'accord? On commence par l'exploration abdominale, toujours. Vous voyez, on reconnaît le côlon qui est fixé à la paroi. Hein, donc, on voit la lésion tumorale qui est ici, hein, donc c'est épaissi, on voit que c'est épais. C'est dans le contexte aussi d'une sigmoïdectomie, d'une sigmoïdite, pardon. Donc, on voit la horte ici, c'est le gros vaisseau qui amène le sang vers les jambes. Hein. Ici, on voit la veine, une des veines qui amène le côlon, ça s'appelle la veine mésentérique inférieure, qu'on va ligaturer. Et ici, vous voyez, c'est ça où il y a les ganglions. Hein. C'est bien de visualiser un petit peu où est-ce qu'il y a tous ces petits ganglions. Et on a visualisé les vaisseaux. Et ici, c'est l'artère. Hein. On a vu dans le schéma précédent, il y a l'artère mésentérique. Là, c'est un côlon gauche. Donc, on coagule l'artère. Et ici, on voit bien qu'on soulève cette tente. Et en dessous, en fait, ce n'est pas très clair, mais ici, on voit l'uréter bouger. On reconnaît qu'on est dans le bon plan. Et ensuite, on commence de l'autre côté. On libère tout le sigmoïde. Oui, c'est un peu plus compliqué qu'enlever un petit polype. Donc, faites vos dépistages. Donc, on libère le côlon. Vous voyez, il y a beaucoup de côlons. On peut le mobiliser. Vous voyez que c'est un tuyau qu'on peut mobiliser et libérer. Ça, c'est la libération basse. On reconnaît un peu l'ovaire ici sur la gauche. Là, ça, c'est l'ovaire. On libère l'ovaire. Et au final, on a complètement libéré le côlon. On retrouve l'uréter de l'autre côté qui bouge. Vous voyez là, l'uréter qui bouge. Et au final, voilà, on a le côlon avec son mésocôlon, pardon, hein, avec son mésocôlon ici, et il y a tous les ganglions là-dedans. Vous voyez, cette graisse. L'intestin, ce n'est pas un tuyau qui flotte dans le vide. Hein. Il y a des vaisseaux, il faut amener le sang quelque part. Une fois qu'on a libéré tout, on a cette pince magique, et suturardis automatique virus, je vous ai parlé, donc qui coupe l'intestin et qui le soude en même temps. On coupe, ok. Là, en bas, il y a le rectum. Et on a mis une pince par voie endo-anale. On fait sortir la petite tige et on raccorde les 2 segments digestifs. Les 2 segments digestifs avec cette pince très astucieuse. Ça fait une structure circulaire. Hein. Donc, c'est une structure mécanique circulaire. Là, c'est un peu comme un vaisseau spatial qui se dock, en fait. Clac, on serre les 2. Ça, il manque un bout. Hein. Le bout, on l'a déjà sorti par une petite incision sous-cutanée. Et ensuite, voilà, la structure est faite. Je vais couper un petit peu pour faire plus vite, pour pas vous ennuyer. Et là, on contrôle l'étanchéité. Voilà, on injecte un colorant bleu par voie anale et on voit qu'il n'y a pas de fuite. On fait un petit lavage et puis l'opération est terminée. C'est particulièrement réussi. C'est pas tout. J'ai eu la chance. J'ai fait ça l'autre jour. J'ai eu un cas assez facile. Donc, c'était en 1h30, c'était fait. Et la patiente est sortie 3 jours après. Donc, voilà, ça, c'est la petite colectomie sous cystoscopie. Mais si on peut éviter ça, c'est quand même mieux. Donc, si on peut conclure, le traitement du cancer colorectal, c'est que les cancers colorectaux, ça se fait de façon pluridisciplinaire. Je vous ai mis tous les intervenants en ordre alphabétique et pas d'importance. Hein. Donc, cancérologue, chirurgien, gastroentérologue, radiologue et radiothérapeute. C'est un traitement pluridisciplinaire. Hein. Il faut discuter de la meilleure option. Et on n'arrêtera jamais de dire ça assez. Il faut dépister, faire des coloscopies. C'est ce qui marche le mieux. Si on a les selles, ça marche jusqu'à un certain moment. Et le mieux, c'est d'aller voir. Il n'y a rien qui marche aussi bien. Et le traitement permet de guérir. Guérison complète. Donc, on oublie, c'est derrière nous. Jusqu'à 5 ans, on dit en rémission. Au bout de 5 ans, il n'y a pas de signe de maladie, c'est guérison. Merci pour l'attention. Oui. C'est avec le cigarette à faire. J'ai eu ça et on s'est rendu qui se bat. Voilà. Merci. Bon, alors.
Donc, il va peut-être y avoir des éléments de répétition. Je vais essayer d'aller vite. N'hésitez pas, finalement, comme vous avez déjà vu deux topos très complets, à poser des questions sur ce que vous voyez, si vous avez des trucs, si vous voulez préciser. Les questions, on les aura tout après, mais si vous voulez me couper, moi, ça ne me dérange pas. Ici, alors, il manque les deux principaux, c'est-à-dire les Amazones, que je remercie du fond du cœur, comme d'habitude, de nous recevoir, et bien évidemment l'ICPF, l'Institut de cancérologie de Polynésie française, qui est deux organisations auxquelles je souhaite beaucoup de bonnes choses pour l'avenir. Et vraiment, ça fait beaucoup de plaisir de pouvoir se coordonner comme ça ici et de pouvoir faire des présentations. Ça, c'est le cancer dans les Outre-mer. Et vous voyez tous ces petits alphas, les bleus, c'est principalement effectivement le cancer du côlon, parce que c'est le noir bleu, Mars bleu. Mais oui, dans Martinique, Calédonie, aux Antilles, etc., il y a aussi toute une organisation. Et donc, dans les Outre-mer, il y a d'autres organisations et on essaie de coordonner dans les Outre-mer. Parce que ce n'est pas si facile que ça de travailler Outre-mer. On a l'impression d'être un petit peu à la ramasse, à la traîne, et de ne pas avoir toujours tous les éléments disponibles. En réalité, moi, quand je suis arrivé ici en 2017, j'étais déjà venu avant, mais en 2017, j'avais peur de ne pas avoir tous les moyens à disposition. Et en réalité, en Polynésie, on a pratiquement tous les moyens dont on dispose en métropole. Donc ça, c'est quand même quelque chose à savoir. Et quand on n'a pas ce qu'il faut ici, comme par exemple encore des traitements, comme vous parlez un petit peu Massimo tout à l'heure, la radiofréquence, permet de brûler comme ça certaines métastases, notamment hépatiques, eh ben, on évaccine les patients. Quand on a des examens qui ne sont pas disponibles, pas encore disponibles, comme le TEP scanner, là aussi, on évaccine les patients pour vraiment que tout le monde ait la plus grande chance possible de guérir ou d'aller le plus loin possible dans une maladie quand elle est déjà avancée. Alors, on avance. Donc, ça, c'est Mars bleu. Je le dis une énième fois. Le dépistage du cancer colorectal est recommandé dès 50 ans pour les hommes et les femmes, même en l'absence de symptômes. Je dirais même surtout s'il n'y a pas de symptômes. ICPF le promeut et tout le monde ici devrait le faire. Malheureusement, il n'y a pas encore de dépistage organisé. Ça fait partie des 3 dépistages organisés en France, donc le sein, le col et le côlon. Ici, on a le sein, la radiotypie, on a le col avec des frottis maintenant, et le cancer du côlon. Il faut en parler beaucoup plus, de façon à ce qu'il y ait une sensibilisation et que ce dépistage organisé se mette également en place. Alors, on a déjà vu tout ça. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le côlon. Et on verra qu'on a découvert il y a quelques années de ça que le côlon droit et le côlon gauche n'avaient pas tout à fait la même sensibilité, notamment par exemple au traitement. C'est pour ça que le côlon, donc on a ici donc l'appendice, ça c'est ce qu'on appelle le sécom, c'est le bout, une espèce de cul-de-sac du côlon droit. Le côlon droit, c'est cette partie-là dans laquelle ça bouge donc l'intestin grêle. On a vu tout ça avec nos intablements précédents. Et ça, c'est donc le côlon ascendant au côlon droit, le transverse, le côlon descendant gauche, le sigmoïde, et un supérieur. Ça a son importance parce qu'il se trouve que donc, la sensibilité du côlon droit et du côlon gauche, la moitié du côlon transverse également, n'a pas tout à fait donc, la même sensibilité au traitement et donc la latéralisation du cancer à son intérieur. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on vient de dire, ça on a déjà vu une fois avant. Alors, pour ce qui concerne le rectum, vous avez vu déjà ce schéma avec Massimo, c'est ça qui est important, c'est que, alors, voilà, la diapo suivante, voilà, cette partie-là du rectum, c'est celle qu'on appelle intrapéritonéale, c'est-à-dire que le péritone, qui est la membrane qui entoure les organes intra-abdominaux, elle est sur cette partie haute du rectum. Et c'est bien pour ça qu'on peut la traiter comme le reste du côlon. On la traite exactement pareil. Par contre, celle qui est sous-péritonéale, cette partie-là, le moyen et le bas rectum, ici on a le canal anal, c'est 10 cm environ, c'est 8-10 cm, ils sont sous-péritonéaux. Et là, le traitement est totalement différent. Les cancers du rectum, ils ont un traitement qui est différent. Il faut quasiment dans tous les cas faire un traitement qu'on dit néoadjuvant. Le traitement principal, c'est bien pour ça que j'ai demandé à Massimo de passer avant, c'est on guérit bien que si on est opéré. Il y a quelques cancers dont on peut guérir sans chirurgie, je suis bien d'accord, mais dans la grande majorité des cas,
celui qui guérit le cancer, c'est quand même le chirurgien qui va oublier ça. Donc, quand on parle de néoadjuvant, c'est un geste qu'on va faire avant la chirurgie. Donc, on fait une radiochimiothérapie néoadjuvante. C'est des mots qui peuvent sembler un peu ardus, mais c'est ça que ça veut dire. Et on peut même faire maintenant un traitement encore plus complet, un traitement néoadjuvant complet, avec de la chimiothérapie néoadjuvante et de la radiochimiothérapie néoadjuvante. Et c'est ça qui permet, dans ces cancers du bas et du moyen rectum, de guérir le mieux la maladie. Donc là aussi, même si on en a parlé, la dernière partie digestive, c'est le gros intestin, la digestion, l'absorption, et ensuite les résidus qui arrivent dans le côlon sous forme liquide, etc. Et on arrive ensuite, après que l'eau ait été absorbée, dans le rectum, qui est une espèce de réservoir, et l'évacuation quand on en. Alors, le cancer, c'est quoi? C'est une maladie des cellules qui tapissent la paroi interne du côlon et du rectum, qui sont ces cellules qui sont en contact avec les matières fécales. Les polypes adénomateux, on en a déjà parlé. Le dépistage, on en a également déjà parlé. J'en mets une couche. Guérison dans 9 cas sur 10. Donc, on a fait un dépistage stade précoce. Alors, l'incidence, là aussi, on en a beaucoup parlé. Faible risque avant 45-50 ans. Les facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque environnementaux, c'est quelque chose de très important. Et là aussi, Pierre, là, on a parlé, mais le surpoids et l'obésité, c'est vraiment un facteur ici qu'on rencontre très souvent et contre lequel il faudra lutter. L'alcool, l'alimentation déséquilibrée et possiblement également le tabac. Donc, on voit qu'en métropole, il y a presque un Français sur deux qui est en surpoids ou obèse. C'est vraiment un élément contre lequel il va falloir lutter parce que c'est un élément de prévention primaire extrêmement. Alors, les autres facteurs de risque à avoir en tête, bien sûr, c'est les maladies inflammatoires d'intestin et puis les prédispositions héréditaires. Le principal, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Lynch ou maladie héréditaire non polypoïdique. C'est-à-dire que dans cette maladie-là, à la différence de la plupart des cancers du côlon, il n'y a justement pas de polype. Et l'autre syndrome familial est la polypose adénomateuse familiale, où on peut rencontrer de manière très précoce chez quasiment des adolescents une efflorescence de polypes dans tout l'intestin, et on est quasi sûr qu'à un moment donné, il faut retirer l'intégralité du côlon si on veut pouvoir guérir ces patients. Alors, on revient un petit peu en arrière, et donc, concernant juste celle-ci, le syndrome de Lynch, c'est quelque chose qu'il faut chercher. Donc, ces prédispositions héréditaires, elles sont importantes. Il y a maintenant une confirmation oncogénétique qui est soutenue par les CPF. Donc, quand on a certains signaux d'alarme qui s'allument, notamment donc, un certain type de cancer, ça peut être le cancer de l'endomètre, le cancer des voies urinaires, le cancer du côlon, eh bien, il y a une agrégation de cas familiaux qui font penser qu'il y a une prédisposition familiale, héréditaire, qui peut donc se transmettre. Et donc, il faut pouvoir dépister ces patients-là, les envoyer à la consultation oncogénétique assez tôt, de façon à qu'on puisse également faire un dépistage familial pour vraiment sauver des vies. Alors, on passe après. Là aussi, on a beaucoup parlé, hommes, femmes. Les femmes, elles sont au même niveau que les hommes pour ça. On voit que le premier cancer, c'est la prostate, puis le colorectum. Et chez la femme, c'est le sein et le côlon. Et pour ce qui est des décès, chez l'homme, c'est 10% des décès, ça c'est en métropole. Chez la femme, c'est 11% des décès. Donc, ce n'est pas négligeable du tout. C'est un cancer qui tue si on ne le dépiste pas assez précocement. Alors, après. Donc là, les 3 niveaux de risque sur lesquels je voulais revenir, c'est donc le risque moyen, population générale. Il n'y a pas de signe digestif, il n'y a pas d'antécédent personnel ni familial, il n'y a pas d'adénome colique, pas de maladie inflammatoire du côlon. C'est que dans cette population, c'est qu'à peu près 80% des cancers du côlon qui surviennent dans cette population. Et le risque pour cette population de développer un cancer, c'est 4%. Le risque élevé, c'est quand il y a des antécédents familiaux avant 65 ans, des antécédents personnels de polypes ou de cancer. C'est à peu près 15 à 20% des cancers colorectaux. Et le risque dans cette population-là de développer un cancer colorectal, il est entre 8 et 15%. Et enfin, le risque très élevé dont on vient de parler pour les prédispositions héréditaires familiales, c'est seulement 5% des cancers, mais le risque est de 100% à la polypose adénomateuse familiale, il est de 80% pour le syndrome de Lynch. Donc on voit que si on peut dépister quelqu'un pour lequel il y a eu donc, un cancer de l'endomètre, un cancer du côlon, et ben, ces patients-là, ils doivent avoir un dépistage. On l'a fait pour Emma.
le dépistage il est resté négatif. Mais on ne sait pas encore tous les gènes anormaux qui favorisent le développement prédisposé au cancer. Mais il faut quand même, donc, cliniquement, dans une famille, toujours poser des questions aux antécédents familiaux. Si dans une famille, on a un signal, il faut vraiment que la consultation de progénétique soit faite. Alors après, la prévention, c'est un élément finalement le plus important. On va parler après un petit peu des traitements médicaux. Et je pense que si on peut s'arrêter là, c'est le plus important. C'est ça qui va permettre qu'on n'ait pas besoin d'aller plus loin. Les facteurs protecteurs, c'est la consommation journalière en fibres. On l'a dit 100 fois, il faut le redire encore. La consommation de fruits, les légumes frais, les légumes secs. Au moins 2 produits laitiers. Souvent, ça passe pas dans le... On en parle assez rarement, mais en réalité, les produits laitiers sont très importants également, en plus des fruits, des légumes et des fibres. Et il faut les alterner. Il faut prendre 2 produits laitiers par jour en alternant. Après, la viande rouge. Pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Pas plus de 150 grammes de charcuterie par semaine. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ce qu'on mange ici. 500 grammes, ça va très, très vite. Pas plus de 500 grammes par semaine. C'est de sel. Ça veut dire qu'on ne mange pas de viande ou de charcuterie tous les jours. Surtout pas. Ça c'est pas bon. Mais on n'a même pas besoin d'être fort. Il suffit de mal manger pour avoir le risque qui augmente énormément. Le sel de cuisson, le sel de table, tout ce qui est assaisonné. Faites attention à tous les repas, à tous les plats qui sont assaisonnés, achetés déjà, qui sont souvent extrêmément sains. L'alcool, c'est très important de le réduire. C'est un risque très élevé aussi de cancer du côlon. Oui, je fais la tête, mais je t'assure. Donc, ça veut dire par semaine. Pas plus de 10 verres par semaine. Alors, je ne sais pas. Alors après, la 33 ou la 50, et pas plus de 10 verres par semaine, c'est les doses. En fait, si on revient en arrière, tiens, alors reviens un petit peu en arrière là où il y avait le schéma avec les facteurs de risque. Encore. Et là, voilà. Donc, la consommation d'alcool. Donc, alors, vas-y. Il n'y a pas. Oui, pas plus de 10 verres par semaine, pas plus de 2 verres par jour. Alors, les doses d'alcool ne sont pas marquées là. Mais voilà, en fonction de l'alcool fort ou de la bière ou autre. Mais voilà, il faut essayer vraiment de limiter sa consommation d'alcool parce que c'est un risque qui est très important. Donc, pas plus de 10 verres et au moins 2 jours par semaine sans alcool. 2 jours, pas beaucoup. Le week-end, par exemple. Hein? Pardon. Et là, vous parlez que de verre, vous parlez pas de bouteille. De bouteille en Polynésie. Alors, de verre, oui, mais c'est ça, alors les verres. Alors, je crois qu'un verre de rouge de 25 centilitres, ça équivaut à 33 de bière, et puis ça équivaut à peu près à 4 ou 5 cc de whisky. Ça dépend, si tu veux, de taux d'alcool, du degré d'alcool qu'il y a dans la sédentarité. Alors, marcher au moins 30 minutes par jour. Qui marche 30 minutes par jour? Alors, marcher, ça veut dire qu'il faut avoir la sueur. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on marche tranquille comme ça ne marche pas. Il faut vraiment se dépenser. Il faut que ce soit une dépense physique. Si on fait des courses, ça va me laisser dans Je vois bien, il y a des arbres aussi qui me disent moi je fais mon ménage et tout. Ça dépend comment tu fais ton ménage, ça dépend comment tu balayes la cour. Ça peut être une dépense, si tu veux, mais ça peut être une dépense physique suffisante, mais il faut qu'elle soit régulière. C'est ça le plus important. Et puis le tabac, probablement que c'est aussi important, ça l'est moins que pour d'autres cancers digestifs comme le pancréas, mais malgré tout, c'est important de ne pas fumer ou de s'arrêter de fumer. Alors après, les signes, on les a déjà tous vus, donc c'est bon. Passe le traitement. On a droit à la Gibson, c'est génial. Donc, il va être adapté à l'âge. C'est d'abord là. Alors, le score G8, c'est quoi? C'est un score où, chez les patients qui ont plus de 70 ou peut-être même 65 ans, on fait une espèce de score qui permet d'analyser le risque éventuel d'un traitement. La forme physique. Il y a aussi d'autres scores pour calculer si on a des traitements pour le diabète, l'hypertension. Le traitement il est ensuite adapté aux antécédents personnels, notamment s'il y a d'autres maladies associées, et puis bien sûr au choix du patient. On va lui demander ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Le stade de la maladie. On a vu avec Massimo que ça allait du stade 1 au stade 4. Stade 4, on dit c'est quoi? Stade 4, c'est quand la maladie elle a quitté l'organe primitif. C'est-à-dire qu'un cancer du titi qui donne des localisations au niveau du foie, au niveau du poumon, c'est un stade 4. Un cancer du côlon qui donne des métastases au niveau du foie, c'est un stade 4. Un cancer du rectum, il n'y a pas les mêmes voies de drainage lymphatique qui donnent des métastases au poumon, c'est un stade 4. C'est ça, le stade 4.
c'est le cancer qui a quitté l'organe génital. Avant ça, les autres stades, les stades 1 et 2, c'est les stades où ils sont localisés, mais plus ou moins dans l'épaisseur de la paroi de l'intestin du rectum. Et le stade 3, lui, c'est quand il y a des ganglions qui sont envahis, c'est-à-dire qu'il y a des micrométastases qui sont passés à travers la paroi et qui ont été, dans moi, ce que j'appelle, non pas les douaniers, mais les chemins de fer, les chemins de fer de marchandises. C'est-à-dire que les vaisseaux sanguins, artères et veines, ça va vite. Les vaisseaux lymphatiques, ça va beaucoup plus lentement parce que c'est un drainage, il peut y avoir une inflammation, une infection, une tumeur qui va d'abord se drainer dans ces vaisseaux lymphatiques. Et dans ces vaisseaux lymphatiques, il y a des relais qu'on appelle des ganglions. Et les ganglions, dans ces ganglions, il y a le système immunitaire antitumoral qui peut donc arrêter la progression d'une tumeur. Donc, c'est extrêmement important d'aller analyser les ganglions qui sont à proximité de la tumeur. Il y a ensuite d'autres choses, on appelle la latéralisation droite ou gauche, on en reparlera un petit peu après, la présence éventuellement d'anomalies moléculaires. Bon. En cancérologie, moi, ce que j'aime bien dans la cancérologie actuelle, c'est que on n'est plus tout à fait dans des maladies d'organes. On s'est rendu compte que le système humain fonctionnait avec un système de signaux, de récepteurs et de signaux. Et donc, on rencontre des récepteurs qui sont assez communs, exprimés de manière assez commune dans l'organisme. Et notamment, il y a un récepteur qui s'appelle RAS, KIRAS. C'est un récepteur qui favorise la prolifération cellulaire. Il y en a d'autres qui vont favoriser l'énergie. Donc, il y a une espèce de spécialisation comme ça. Et donc, on va pouvoir trouver dans chacun de nos organes maintenant des anomalies de ces voies de signalisation moléculaire. On a fait ça, par exemple, dans le cancer du poumon. Il y a eu une avancée extrêmement importante. Là, c'est Cocorico, qui s'appelle Fabrice Barlési, qui est maintenant directeur de l'IGR. Ils ont réussi, en mettant 25 plateformes en France, à faire en sorte qu'il y ait eu des dizaines de milliers de cancers du poumon qui soient analysés en regardant notamment ces anomalies moléculaires. Et on a vu que le cancer du poumon, ce n'était pas un truc unique. Il y a en fait un camembert. Et dans ce camembert, on arrive à faire des toutes petites portions de 1, 2, 5% avec une mutation de l'EGFR, une mutation d'HER2, une mutation de KIRAS, une mutation de ceci, de cela. Et donc, chez un patient qui a la mutation, c'est 100% de chance, si on a la drogue qui va avec, d'avoir une super réponse. Donc, finalement, ces mutations, on les rencontre certes un peu spécifiquement, certaines d'entre elles, dans tel ou tel organe, mais on peut aussi les rencontrer de manière assez transversale dans plusieurs organes. Donc, le cancer, ça reste toujours une maladie d'organes, mais c'est aussi une maladie de ces voies de signalisation. Et donc, on est de plus en plus à essayer d'analyser ces voies de signalisation pour essayer de les démembrer et de dire que voilà, un cancer du côlon droit, ce n'est pas la même chose qu'un cancer du côlon gauche, parce qu'ici, il y a une mutation KIRAS, là, il y a une mutation HER2, et donc le traitement va être beaucoup plus ciblé si on connaît très bien ces anomalies moléculaires. Alors là, j'en ai mis trois, notamment le statut MSI. Le statut MMR, c'est mismatch repair. Qu'est-ce qui se passe? L'ADN n'était pas parfait dans notre organisme. L'ADN, c'est le code génétique, c'est ce qu'il y a dans nos cellules. Et quand une cellule se divise, elle va donner la même proportion d'ADN à chacune des cellules filles. Et donc, quand elle va se diviser comme ça, elle va devoir fabriquer un des deux bras, parce que l'ADN, c'est une boule d'hélice, donc ça s'ouvre, et donc il y a un des deux bras qui va recevoir, on va fabriquer exactement le complément d'ADN pour chacune des cellules. Et quand on va fabriquer ça, eh bien, il doit y avoir plein d'erreurs. Donc, notre organisme, il est ainsi fait, il a 3 ou 4 systèmes de réparation d'ADN. Il y en a un qui s'appelle mismatch repair, c'est-à-dire que quand la réparation de l'ADN, quand l'ADN qui est face à face, il n'est pas bon, eh bien, on peut le retirer et le changer. Mismatch repair. Donc, c'est un des systèmes de réparation. Et quand il est muté, comme dans le syndrome de Lynch qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, il y a plein d'anomalies qui peuvent apparaître. Les anomalies ne sont pas réparées. Anomalie d'ADN non réparée, ça veut dire une cellule anormale, pas encore cancéreuse. Si elle survit, elle va avoir des capacités de prolifération décuplées. Et donc, ça donne le cancer. Donc, quand il y a ces anomalies de type MSI ou déficient, DMMR, ça veut dire MMR, système DMMR déficient, eh bien, on a des cancers qui apparaissent beaucoup plus facilement. Ensuite, alors ça, on s'intéresse à la tumeur. Et puis, de plus en plus, maintenant, on s'intéresse au patient lui-même, c'est quand même important, parce que tous les patients ne sont pas les mêmes. En Asie, ils n'ont pas du tout le même système enzymatique de métabolisme que chez les Caucasiens ou chez les Africains et autres. Et donc, c'est très important d'essayer d'approcher le plus possible les capacités de métabolisme de chacune des personnes en fonction de ses origines. Et notamment, donc, il y en a une qu'on appelle la dihydropyrimidine déhydrogénase, la DPD. Donc, cette enzyme, on l'analyse maintenant systématiquement avant de faire une chimiothérapie
par des molécules qu'on appelle du 5-chloruracile ou des molécules de la même famille. Parce que s'il y a un déficit de cette enzyme DPD, il peut y avoir des catastrophes, c'est-à-dire que le traitement va entraîner des effets secondaires absolument catastrophiques, diarrhée importante. Les patients peuvent en mourir quand il y a un déficit complet de cette enzyme qu'on appelle la DPD. Alors après, alors le traitement. Donc, on a déjà dit tout ça un petit peu. On ne traite pas dans notre coin les patients, on les traite tous ensemble avec une réunion qu'on appelle de concertation pluridisciplinaire. C'est un grand mot, mais ça marche exactement comme ça. On se met à plusieurs, toutes les semaines, chaque organe. C'est-à-dire que quand on fait les organes, ça fait beaucoup de réunions. Et donc, il y a au moins 3 médecins de spécialités différentes. L'oncologue médical, le hémoradiothérapeute, le spécialiste d'organes, l'assistant gastroentérologue, le chirurgien viscéral, le radiologue, l'anatomopathologiste, c'est celui qui regarde au microscope les cellules, les pièces, les biopsies, et donc qui va porter le diagnostic d'anatomopathologiste. Il est extrêmement important, c'est lui qui finalement donne la certitude qu'il y a un cancer de tel type. Alors, dans le cancer du côlon ou du rectum, on appelle ça un adénocarcinome. Mais adéno, c'est glande, carcinome, c'est cancer. Donc, c'est un cancer glandulaire. L'intestin, le rectum, il y a des glandes qui sécrètent du mucus. C'est ça qui fait que les selles, elles peuvent avancer comme ça plus facilement. Ensuite, quand on a tous discuté du cas, on a dit, voilà, il y a un cancer qui est à tel stade, qui est opérable, qui n'est pas opérable, pour lequel il faut faire un traitement premier, néoadjuvant, de chimiothérapie, de radiothérapie, etc. Ça, c'est la maladie. Et puis, on regarde le malade. Le malade, il est comment? Il a quel âge? Dans quel état général il est? Est-ce qu'il a de l'hypertension, du diabète? Il est très fatigué. On essaie de classifier avec le score G8, il a plus de 70 ans. Et donc, l'association de la maladie et du malade et de notre proposition, ça va déboucher sur une proposition et un programme qu'on appelle un programme personnalisé de soins. Donc, ça explique la maladie, ça explique les traitements retenus, les bénéfices, les effets indésirables possibles. On essaye d'expliquer ça le mieux possible. Je peux vous dire que c'est un peu compliqué en 3/4 d'heure, 1 heure de dire tout ça. Donc, il faut revoir les patients parce qu'en général, quand on fait une annonce, ça, on dit 3 choses et c'est au tiroir, on ne comprend plus rien. Donc, il faut y revenir, le réexpliquer. C'est pour ça qu'il y a des consultations d'annonce médecins et des consultations d'annonce infirmières. C'est une reformulation, ce n'est pas dit de la même manière. Il y a derrière, bien évidemment, dans ce programme de soins, non seulement une annonce de la maladie et de son stade, mais bien sûr, une proposition thérapeutique. C'est ça qui fait que l'annonce de la maladie n'est pas catastrophique. Sinon, je vais te dire, tu as un cancer du côlon stade 4, tes chances de survie, elles sont de 30% sur la dernière étude qui est sortie il y a 5 ans, et voilà, ça va se terminer là. Non, il faut faire toutes les propositions, il faut analyser les choses, il faut vraiment mettre sur la table tout ce qui est possible et discuter avec le patient de ce qu'il veut bien faire. Et des fois, il veut bien faire tout ce qu'on lui propose, et d'autres fois, malheureusement, il ne veut pas, pour différentes raisons. Mais en Polynésie, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il y a beaucoup de patients qui ne veulent pas, parce qu'il y a une espèce de blocage. D'abord, est-ce que ça ne va pas me faire plus de mal? La chimiothérapie, dans l'idée des patients, c'est un truc, ça va me tuer. Moi, j'ai ma belle-sœur, elle a eu une chimiothérapie, en 3 mois, c'était petit, elle n'était plus là. Donc, il faut entendre tout ça, c'est fréquent. Chaque cancer est différent, n'oubliez jamais ça. Chaque personne est différente. La sensibilité de chaque cancer, elle est vraiment individuelle. Vous ne savez jamais comment ça va répondre. Et moi, j'en ai des patients qui avaient un cancer multimétastatique, le foie, le poumon. Et bien, ces patients-là, pour moi, ils sont guéris. Ça fait 5 ans, ils sont en rémission. Voilà. Et une surveillante chez nous, elle est en rémission. Elle s'est battue pendant 7 ans. Elle s'est battue pendant 7 ans. Ça veut dire que la maladie, il faut la tourser, il faut la traquer parfois. Loin, on s'est retranché. Parce que oui, effectivement, c'est compliqué. Mais il faut être persévérant. Et le cancer, on arrive à le traiter, même quand c'est métastatique. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Et plus tôt on soigne, plus tôt on le prend en charge, et plus c'est facile. Quand la maladie est à un stade 4, je peux vous dire qu'il faut vraiment s'arracher pour la guérir. Donc, s'il vous plaît, donnez cette information. N'attendez pas. Venez tôt, venez très tôt. Venez au plus tôt, dès qu'il y a un symptôme. Il faut qu'on prenne des patients le plus tôt possible, parce que c'est là qu'on peut guérir le plus facilement possible et avoir le moins de risques. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand la maladie a eu le temps de s'installer, il y a des petites cellules qu'on appelle des micrométastases. Là, on peut faire tout ce qu'on veut comme examen. Le scanner, l'IRM, le TEP scanner, la prise de sang, le machin. On ne va jamais arriver à montrer qu'il y a des micrométastases. C'est juste en réfléchissant sur la taille de la tumeur, la profondeur dans la paroi, la présence de ganglions, on va dire
ah, celle-là, elle est méchante, sûrement qu'elle a donné déjà des micrométastases. Si je ne fais pas de chimiothérapie pour nettoyer ces micrométastases que je ne vois pas, je suis sûr que ça va récidiver. Donc, on fait une espèce de. Il y a des facteurs qu'on appelle des facteurs pronostiques de la tumeur qui permettent de pronostiquer l'évolution d'une maladie. Et c'est comme ça qu'on décide de faire une chimiothérapie ou pas. Mais quand vraiment on a attendu beaucoup, c'est déjà des stades 3 avancés, des stades 4. Là, bon, la maladie, elle est très, très évoluée, il y en a partout. Elle est sur tous ces sites. Et c'est très important de comprendre qu'on ne peut pas tous les traiter. OK? Alors, on passe après. Alors, les traitements médicaux. Nous y voilà, finalement, c'est le sujet. On a quoi, 5 minutes encore? D'accord. Donc, ça s'appelle des chimiothérapies. Les chimiothérapies, je veux dire, le traitement pour le mafato ou pour le diabète, c'est aussi des chimiothérapies. C'est-à-dire que c'est des traitements qui ne sont pas des traitements naturels. Encore que, il y a beaucoup de traitements qui viennent des plantes. Bon. Souvent, les patients, quand ils prennent une pneumonie ou parce qu'ils me disent c'est naturel, c'est comme tes chimios. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Moi, il y en a beaucoup qui sont synthétiques. Et ces thérapies ciblées-là aussi, maintenant, elles sont synthétisées justement pour essayer de s'accorder le mieux possible aux récepteurs dont on a parlé avant. Ces anomalies moléculaires, eh bien, on peut les cibler. Quand il y a une mutation ou qu'il n'y a pas de mutation, on va être différent et on va pouvoir personnaliser. Les chimios, elles agissent d'abord sur cet ADN. Mais l'ADN doit se diviser pour donner la même proportion à chaque cellule. Et bien, quand les cellules se divisent, la chimiothérapie va arriver et elle va attaquer ces cellules. Pourquoi elles attaquent plus ces cellules-là, cet ADN-là de ces cellules-là, plutôt que les autres cellules normales saines? Parce que tout simplement, ces cellules, elles se divisent vite. Et donc, la chimiothérapie agit beaucoup plus sur les cellules qui se divisent vite. C'est ça le différentiel entre agir sur la maladie cancéreuse et beaucoup moins sur la maladie saine. Maintenant, je ne vous cache pas les choses, il y a aussi des effets secondaires, bien évidemment, avec toutes les chimiothérapies, et notamment la chimiothérapie du cancer du côlon. Ça va agir surtout sur les cellules saines qui se divisent assez rapidement. C'est les cellules digestives. C'est pour ça qu'il peut y avoir des nausées, des vomissements, des affres dans la bouche. C'est pour ça que ça agit aussi sur les globules du sang. C'est assez vite et donc ça peut faire baisser les globules blancs. Donc tout ça, on le sait parfaitement bien. La chimiothérapie, ça fait des décennies qu'on en fait. On connaît tous ces effets secondaires, on sait les maîtriser. C'est aussi ça le message. Quand on a peur de la chimiothérapie, ça va me rendre plus malade que j'étais avant. Des fois, il faut être un peu plus malade, mais en ayant tous les traitements qui vont bien pour contrer ces effets secondaires, plutôt que de rester avec une maladie qui va n'importe où. Donc, ces cellules qui agissent sur l'ADN, c'est celle-ci. On le dit une fois, comme ça vous l'aurez entendu, 5-fluorouracile. C'est celle-là pour lesquelles il faut chercher les anomalies de l'enzyme hydropyrimidine déhydrogénase, DPD. L'autre, donc celle-là, elle est par voie injectable. L'autre, c'est la capecitabine, Xeloda, c'est une prodrogue, c'est une drogue qui va se transformer en 5-FU, qui, elle, se donne par voie orale. La seconde est très utilisée, que ce soit en phase avant les métastases ou en phase après que les métastases soient installées. Ça s'appelle l'oxalipatine, c'est par voie injectable. Irinotecan, tantôt injectable, et puis un qui est plus récent, qui s'appelle le TAS-102, le lanceur, qui est lui par voie orale. Tout ça, c'est des chimiothérapies qu'on peut utiliser. Il y en avait d'autres qu'on utilisait, la mitomycine C. Mais voilà, globalement, pour le cancer du côlon, c'est ces drogues-là qui sont des chimiothérapies vraies. Ensuite, il y a des molécules qui vont agir non pas sur la cellule cancéreuse, mais sur son environnement. On a bien compris que l'environnement, c'était quelque chose de très important pour que la cellule et la tumeur, cellule cancéreuse, ça ne veut pas dire tumeur, il faut qu'il y en ait suffisamment. Et pour qu'il y en ait suffisamment, il faut qu'elle détourne les vaisseaux pour s'auto-alimenter. Elles ont besoin d'énergie, d'oxygène, de sang, de sucre, de tout ce que vous voulez. Et donc, elles vont détourner les vaisseaux. Et ces médicaments-là, ils vont agir donc sur la vascularisation tumorale. Ils vont normaliser cette vascularisation et empêcher que la tumeur continue de s'auto-approvisionner. Donc, il y en a un qui s'appelle bevacizumab, Avastin. Il agit sur le ligand qui vient stimuler le récepteur du vasculaire qui donc favorise le développement des vaisseaux. Le deuxième, il est de la même famille, qui s'appelle Aflibercept, et aussi anti-VEGF. Ces deux-là, ils sont par voie injectable. Et puis les deux suivants, c'est par voie orale, un qui s'appelle Stivarga, Regorafenib, il agit donc directement sur le récepteur, et celui-là qui est plus récent, qui agit également sur le récepteur leucotriene. Ensuite, on peut aussi agir sur d'autres cellules qui sont, elles, également dans la cellule cancéreuse. C'est des récepteurs donc, qui sont à la surface ou dans la cellule cancéreuse. Donc, il y en a un qui est classique, qui s'appelle anti-EGFR, HER1, donc le cetuximab ou le panitumumab, c'est par voie injectable.
L'HER2, c'est aussi une anomalie moléculaire qu'on peut rencontrer dans un petit pourcentage de cancer du côlon, mais quand c'est positif, on peut avoir des traitements très efficaces. L'HER2, c'est souvent anormal, c'est surexprimé dans les cancers du sein. Et on voit qu'il y en a aussi dans les cancers de vessie, dans les cancers du poumon, dans les cancers des voies biliaires. Donc, comme je vous disais, ça reste des maladies d'organes, le cancer, mais ça reste aussi, ça devient aussi un petit peu des maladies des voies de signalisation et de ces anomalies moléculaires. Le BRAF, quand il y a une mutation BRAF, on peut aussi donner certaines molécules. Ça, c'est par voie orale, par ce qu'on dit. Et le KIRAS, qui est une mutation qui est extrêmement fréquente en cancérologie, pour laquelle on n'avait pas grand-chose. Là aussi, il y a de nouveaux médicaments par voie orale qui sont en train de sortir et qui vont bloquer spécifiquement. Donc, tout ça, ce sont des thérapies ciblées qui sont de augmenter l'efficacité de la chimio. Marcher toute seule, par exemple celle-ci, on n'a pas besoin de chimiothérapie avec elle. Et puis enfin, dernière chose, on a vu, donc on agit sur la cellule tumorale, sur la vascularisation, et on agit aussi sur l'immunité. L'immunité, c'est quoi? C'est la reconnaissance du soi. Si on n'avait pas cette reconnaissance du soi, on ne pourrait pas vivre dans notre environnement, on ne reconnaîtrait pas les bactéries, les virus, etc. Et donc, normalement, quand une cellule a dégénéré, eh ben, l'organisme doit la reconnaître comme n'étant plus du soi, c'est du non-soi. Donc, le système immunitaire, il fait ça. Malheureusement, les cellules cancéreuses, elles sont assez malignes, futées, et donc elles gardent une espèce de récepteur qui, au système immunitaire, tumoral, ne m'attaque pas, je t'appartiens encore. Ce n'est pas totalement faux. Au début, c'était une cellule normale, mais qui a dégénéré. Donc, l'immunothérapie, elle va agir en redonnant, en rééduquant le système immunitaire de façon à ce qu'il reconnaisse la cellule cancéreuse comme étant désormais non soi, et donc en la laissant se faire attaquer par les lymphocytes et d'autres molécules, d'autres cellules, qui vont donc détruire ces cellules qui sont devenues anormales. Il y en a un qui s'appelle le Keytruda, très efficace donc, quand il y a la mutation qu'on a vu tout à l'heure dans le syndrome de Lynch, MSI, et puis le Jemperli, je ne sais pas si vous avez beaucoup de collègues qui m'ont appelé une étude qui est sortie où il y a eu 12 cancers du rectum qui se courent après, et ces 12 cancers du rectum, ils n'avaient eu que ce médicament antitumoral, pas de chimiothérapie, rien d'autre, pas de chirurgie, et bien ils étaient tous en réponse complète. Et ils le sont restés de manière, pour les 3 quarts d'entre eux, ils sont restés de manière extrêmement. Donc, on peut avoir dans certains cas, quand il y a la bonne mutation, MSI, quand il y a la bonne mutation, eh bien, on peut avoir des réponses absolument exceptionnelles. Ouais. Alors, le but, éradiquer la tumeur cancéreuse du côlon du rectum. Le traitement est appliqué le plus souvent après la chirurgie sexuelle Massimo pour les cancers du côlon, chimiothérapie adjuvante, donc bien après la chirurgie adjuvante, ou bien avant la chirurgie pour le cancer du rectum sous-péritonéal, donc c'est la radiochimiothérapie associée ou pas à la chimiothérapie néo-adjuvante avant la chirurgie. La chimiothérapie adjuvante, donc ça, le stade localisé, on va parler de ça. On fait une chimiothérapie quand il y a donc des risques élevés de maladies résiduelles micrométastatiques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand il y a des facteurs pronostiques actifs sur les imageries, eh bien, on sait qu'il y a des risques que la maladie redémarre si on ne fait pas de chimiothérapie, notamment quand il y a présence de ganglions qui sont envahis, quand il y a certaines anomalies, des emboles vasculaires, quand il y a des organements périnerveux, il y a des bourgeonnements, de en anglais de budding, quand il y a certaines mutations de récepteurs, HER2, etc. Et puis, quand il y a de bonnes chances que le malade soit capable de métaboliser la drogue qu'on va lui donner, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour le début. Alors, les protocoles de chimiothérapie, voilà les noms. Xeloda, il peut le donner tout seul. LP5-FU2, c'est 5-fluorouracile. On augmente l'efficacité avec une molécule qu'on appelle de l'acide folique. Et puis, on donne soit en injection, on donne à la fois en bolus et sur une perfusion de 48 heures, 46 heures même. En fait, ces chimiothérapies-là, ces deux-là, on repart avec un petit réservoir qui s'appelle un Baxter. On repart 46 heures à la maison avec ce réservoir. Il va passer à la maison. C'est un caoutchouc pur, donc ça passe de manière automatique. Ce n'est pas un système mécanique. Et donc, au bout de 46 heures, l'infirmière vient à la maison, retire le Baxter, retire l'aiguille qui est dans le Porta-4. Le Porta-4, c'est le dispositif qui permet de faire cette chimiothérapie. Et donc, ça se fait toutes les 2 semaines et c'est assez bien toléré. Donc, 1 ou 2 molécules pendant une période de 3 à 6 mois pour le stade des comorbidités, soit les 2 par voie intraveineuse, c'est le FOLFOX, et en hôpital de jour, donc ça prend une grosse matinée, on va dire on arrive à 7 heures, on part vers 13 heures, 14 heures, ou bien on peut faire comme dans ce protocole-là où il y a du Xeloda plus de l'oxalitatine, donc une par voie orale, le Xeloda, et l'autre par voie injectable. Et ce protocole se fait toutes les 3 semaines. Il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas non plus attendre de trop. Si on attend trop, faire la chimiothérapie adjuvante, ben ça ne sert à rien. Les micrométastases sont bien installées, elles sont là et ça ne sert plus à rien de faire la chimio.
il n'agit que sur une maladie résiduelle minime, la plus minime possible. Si on laisse beaucoup de maladies dans le ventre ou dans les ganglions, si on n'a pas retiré suffisamment de ganglions, notamment, il y avait 12 ganglions pour être sûr qu'on a retiré suffisamment, et ben, la chimiothérapie aura moins de chances d'être efficace. Donc, c'est moins de 8 semaines, on le discute après 3 mois, et après 5 mois, on sait que c'est quasiment. Donc, voilà, les stades, on a parlé des stades. Donc, stade 2, alors, MSS, c'est ça, c'est le système de réparation de l'ADN dont on parlait. MSS, ça veut dire qu'il est stable, il marche bien ce système, pas de facteur de mauvais pronostic, et ben, pas de chimio. Un stade 2, il n'y a pas de ganglion, soit l'épaisseur, pas de chimiothérapie. Le stade 2 avec un risque faible de récidive. C'est-à-dire quand il n'y a pas une extension jusqu'à la séreuse. T4, c'est quoi? C'est quand ça a dépassé, ça a perforé la paroi et ça a atteint la séreuse, qui entoure l'intestin. Et qui a plus de 12 ganglions analysés. Donc là, c'est un stade 2 avec risque faible de récidive. On peut donner par voie orale du Xéoda ou de LP5 plus simple pendant 6 ans. Le stade 2, toujours avec l'absence de mutation MSS, mais un risque élevé. Donc là, T4, ça a perforé, ça a été jusqu'à la séreuse, ou bien il y a moins de 12 ganglions analysés, ou bien il y a une perforation ou une occlusion. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quand il y a des urgences comme ça. Et ben, la maladie, en général, elle a déjà pu donner des micrométastases. Et donc, à ce moment-là, et ben, en général, c'est que le FOC 6 mois, dialogue 3 mois. Quand il y a ensuite, quand il y a la mutation MSI, avec un risque élevé de récidive, c'est FOC 6 mois, dialogue 3 mois. Les stades 3, c'est quand il y a des ganglions, faible risque de récidive, FOC 6 mois, dialogue 3 mois. Et puis, dans les hauts risques, c'est 6 mois pour les deux protocoles. Pour les stades 3, on voit que l'association de l'oxaliplatine avec le 5FU est valable et donc l'absence d'efficacité du 5FU, puisqu'on avait parlé de la latéralisation du cancer du côlon droit, souvent MSI, et donc ils sont moins sensibles à ce médicament qu'on a vu qui s'appelle le 5FU. Et donc, donner du 5FU à travers ce protocole Xéloda, ben, quand il y a la mutation MSI, ça ne marche pas si on le fait tout seul. Donc, il faut associer l'oxaliplatine. Une sensibilité particulière, une insensibilité particulière quand il y a la mutation MSI. Alors, ça, c'est ce qu'on donne comme. En fait, c'est la fête de la musique. Alors, donc, ça, c'est la fiche qu'on donne aux patients. Il y a beaucoup de choses. Globalement, ça dit qu'il ne faut pas fumer, il faut boire beaucoup, il faut marcher régulièrement. Ça donne un peu le protocole ici. Donc, on fait en fait 2 jours avant un bilan sanguin, on vient à l'hôpital 2 jours. Protocole donc full force. On reste donc une grosse matinée. Ensuite, l'infirmière vient à la maison, 46 heures, elle retire le Baxter, le réservoir, elle retire l'aiguille, et puis on repart pour toujours tranquille, et ainsi de suite. Ça prend 6 mois d'encours, donc ça fait 12 injections. C'est un petit bout de vie qui n'est pas négligeable. C'est long, et il y a plein de patients qui disent on en a marre. C'est vrai. D'autant qu'un des effets secondaires importants de cette oxaliplatine, c'est les signes neurologiques. L'oxaliplatine, c'est un médicament très efficace, mais qui donne une espèce de fourmillement, le gros pipi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les fourmillements qu'on a au bout des doigts. Et ben, il y a un moment, ça devient insupportable. Et donc, souvent, on est obligé d'arrêter l'oxaliplatine avant les procédures de traitement. Mais malgré tout, on est quand même assez efficace. La suivante, donc ça, c'est le Xélox, ça fait que le médicament oral. Un petit peu la même chose. Passe. Après, donc, ça, c'est les stades métastatiques. Il y a des protocoles, on appelle ça des algorithmes. Ça, c'est le dernier qui soit sorti de 2023. En s'appuyant donc, là, vous voyez, du côté du côlon gauche, côlon droit, en fonction des mutations dont on a parlé tout à l'heure. Donc, la mutation, quand il y a déficient MMR, donc le MSI qui est là, donc on peut faire donc l'immunothérapie. Quand il y a une mutation de BRAF, quand c'est le côlon gauche, on fait un doublé avec de l'Avastin. Quand c'est le côlon droit, on fait un doublé avec de l'Avastin ou un triplé. Et puis, quand il y a une mutation de race, là aussi, il y a des protocoles qui sont adaptés pour chaque mutation, chaque latéralisation, et même pour les patients fragiles et âgés, on a des protocoles partout. Ça, c'est la première ligne. Et ligne suivante, ça, c'est la deuxième ligne. Quand il y a un échappement, parce que bien, on n'arrive pas. Et ben voilà, on a quasiment terminé. Donc, ça, c'est la deuxième ligne. Et ensuite, la troisième ligne. Alors, les take-home message. La prévention, on l'a vu. Alors, je ne parle pas de dépistage, parce que là, en fait, la prévention, c'est la première étape. La détection à un stade précoce, le traitement initial adapté au stade MM. La récidive métastatique survient plus souvent dans les 2 ans après le traitement. Donc, il faut surveiller de manière rapprochée dans cette période.
récidive et maladie d'ampleur métastatique reste accessible à de multiples possibilités de traitement orientées par la localisation, la présence d'un récepteur, l'état général du patient. Merci. Merci. Bah, désolé, hein, voilà. On va Non, mais gérer avec la propriétaire. C'est vraiment super. Je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être que bon, par rapport à la... Après, ce qui est gênant, c'est par rapport à la vidéo, comme ça enregistré. C'est plus cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Trop clair? C'est trop clair. En fait, en thérapeutique, c'est pour passer au type de cancer qu'on cherche, puis ça c'est pour non. On fait pas encore, tu sais, d'enquête génétique sur tout le génome. On pourrait faire ça. Hein. Il y a le TCGA qui est le cancer de génome, c'est le projet qui a d'analyser sur tout le cancer. Mais on a pu, à partir de ce projet-là, faire des classifications et savoir en fait quels sont les gènes qui sont anormaux, qui sont mutés dans tel ou tel type de maladie, et dans tel ou tel type de prédisposition familiale et héréditaire. Et donc, on va analyser en fonction justement, on fait d'abord une espèce d'arbre généalogique, de façon à voir ce qui s'est passé dans la famille, voir s'il y a une association suffisante de cas. En général, il faut qu'il y ait 3 cas, il faut que ce soit avant 50 ans, etc. Il y a plusieurs types de cancers, il faut qu'on soit assez proche, que ce soit du premier degré, etc. Donc, on fait un arbre généalogique et on analyse cet arbre. Et en fonction de ça, le généticien va te dire il y a un risque, il y a des classifications, et il y a un risque, et ça vaut la peine d'aller faire un cas où il n'y a pas de risque, et donc on fait une surveillance classique, etc. Donc, on ne va pas analyser, en fonction de ce qu'on aura déterminé comme facteur de risque, on ne va pas analyser tout ton génome, on va analyser seulement certains gènes pour voir s'ils sont mutés, ils ont pu, qui pourraient éventuellement chez toi avoir conduit ou conduire, si tu n'es pas encore malade, à une maladie. Par exemple, si vous faites des enquêtes psychologiques pour penser à vous, c'est pas du tout la même chose que le cancer du cœur. Rien à voir. Oui, Annie. Il y a une question en ligne du coup par rapport aux chiffres. Pourquoi dites-vous qu'il n'y a pas de chiffres en Polynésie française? C'est notre directrice qui pose la question. Je sais pas. Non, il y a des chiffres. Simplement qu'on a fait une réunion justement qui a parlé de faire pour absolument. Et en fait, c'est vrai que les chiffres qu'on a, donc, du pas sont bêtes en train de reprendre les câbles. On n'a pas encore les chiffres récents. C'est vrai que l'un des soucis qu'on avait, c'est que quand on enlève nous un polype en privé, l'hôpital, pour l'instant, refuse d'interpréter le polype parce qu'on les envoie en France. Si le polype est cancéreux, c'est le gastroentérologue qui va recevoir la réponse. Et si le gastroentérologue ne fait pas une déclaration, c'est vrai que le cancer, il se trouve que certains anciens gastroentérologues ne faisaient pas cette déclaration. Donc, tous les gros cancers qui sont passés à LCP, qui ont été analysés à DIT, eux ont été déclarés en compte. Et tous les petits cancers, et en fait, il y en a beaucoup parce que les polypes, ils ne sont pas. Je pense très sincèrement qu'il y a une sous-évaluation de ces cas-là. Et du coup, comme il y a une sous-évaluation, c'est difficile de proposer un dépistage massif si on a très peu de cancers. Donc, le but de ce que le CPF est en train de faire, c'est super, c'est de reprendre, et nous, on joue le jeu, donc on alimente en fait les bases de données en mettant tout le cancer pour dire, non, en fait, il y a beaucoup plus de cancers que ça, donc il y a un dépistage qui doit être. Il y a une deuxième question. Est-ce qu'ils font une demande de 100%? Parce que du coup, est-ce que les spécialistes font peut-être une demande de prise en charge 100% dans ces cas-là? Carrément, pour la cancer. Yannick, tu ne veux pas prendre le micro pour parler? Oui, d'accord, ok, pardon. Non, pardon, oui, donc je demandais par rapport à ce que tu disais sur justement ces sous-déclarations supposées, parce que justement, on n'en est pas sûr. Est-ce que dans ces cas-là, les médecins en question font quand même une demande de 100%? Non, parce que donc je reprends, le cas, c'est le polype enlevé et sur l'analyse du polype, on dit, tiens,
c'est un cancer. Si le polype a été complètement réséqué et qu'il n'y a pas de prise en charge ultérieure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de chirurgie complémentaire parce que la résection est à 0, donc pas. Comme il n'y aura pas de traitement ultérieur, on ne fait pas de prise en charge à 100%, puisque finalement, la seule surveillance qu'on aura, c'est de refaire une coloscopie à 1 an, plus 3 ans, plus 5 ans. Donc là encore, on ne peut pas recouper avec les carnets rouges. En revanche, si le polype dit c'est dégénéré et il y a potentiellement, il reste des cellules, donc il va y avoir une chirurgie et plus ou moins un traitement complémentaire, là, on fait une demande de prise en charge. D'accord, merci. Et juste pour préciser, et merci beaucoup, hein, c'était vraiment de très grande qualité vos présentations, enfin en tout cas les images, les graphiques, enfin je pense, enfin je suis pas dans la salle, mais en tout cas je pense que pour les gens, et notamment sur la vidéo aussi qu'on mettra en ligne, ça parle beaucoup plus que d'expliquer avec des mots. Donc, c'était vraiment important qu'on fasse cette soirée. Et évidemment, merci au Phare Amazon, merci à Elodie d'être présente aussi pour tout organiser. Mais pour préciser, en effet, comme tu dis, on est dans une recherche d'avoir tous les chiffres. Mais il y a aussi une théorie qui n'est pas écartée, je pense, c'est qu'on n'a pas la même incidence du cancer du côlon en Polynésie, mais avec un bémol, évidemment, c'est que notre alimentation a changé, on va dire, ces 15 dernières années. Et voilà, il y a eu un Burger King à Papeete, hein, donc, et plein d'autres. Et donc, en fait, toute cette alimentation dont vous avez parlé depuis le départ, la consommation d'alcool aussi qui augmente, on a probablement aussi une sous-incidence du cancer par rapport à la métropole, par rapport à ces habitudes de vie, mais qui sont en train de changer. Et donc, au-delà de vérifier s'il y a de l'exhaustivité, je pense que le deuxième travail, c'est aussi de voir une projection dans 10 ans. C'est-à-dire que malheureusement, peut-être qu'aujourd'hui, on a moins de cancer du côlon par rapport à la métropole, mais qu'avec le temps, on va arriver à des chiffres similaires parce que nos habitudes de vie changent et qu'on mange moins de poissons, on mange plus de viande rouge, on mange plus d'aliments transformés. Et voilà, donc c'est malheureux à dire, mais je pense qu'en effet, les messages de prévention servent aussi à ça, c'est de dire peut-être qu'on n'en est pas encore à ce stade et peut-être qu'on peut inverser la tendance et ne pas arriver à dans 10 ans les mêmes chiffres que la France. Parce que, pour le rappeler, même sur les chiffres de mortalité, on n'est pas sur le deuxième ou le troisième cancer qui tue le plus actuellement. On est encore sur le poumon, sur la prostate, enfin voilà. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, le message n'est pas de dire, bon, c'est bon, on est tranquille. C'est au contraire, on risque d'y arriver avec le temps. Et je pense que dans votre pratique, vous le remarquez bien, que voilà, que ce que des anciens gastro-entérologues étaient là il y a 30 ans et actuellement, on n'a plus du tout les mêmes chiffres, les mêmes diagnostics, les mêmes dépistages. Donc, on sent bien qu'il y a une évolution et qui peut-être même, ça, on pourra le dire avec des statistiques, peut-être même s'accélère. Donc, voilà, donc moi, mon propos est de dire que peut-être qu'on a une sous-représentation, mais ça ne veut pas dire que, au contraire, c'est justement le moment où il faut qu'on agisse au niveau de la prévention et aussi qu'on dépiste, évidemment, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça rejoint ce que disait Massimo avec la projection en 2040-2050, tout est en train d'exploser, parce qu'au début, c'était une maladie que chez les pays industrialisés, donc c'est les pays riches, et en fait, comme tu dis, parce que les pays qui sont en retard d'ailleurs, c'est n'importe quoi, mais qui maintenant ont accès à cette alimentation catastrophique, ça fait développer des cancers en plus. Donc ouais, tout à fait. Okay. Merci beaucoup en tout cas, hein, c'était de très grande qualité. Merci. Les polypes, c'est des cellules en fait qui vont ça au cours Bob avec l'ADN, en fait, à un moment, il y a une cellule qui part un peu en cacahuète. Au lieu de se reproduire normalement sur le schéma qui doit être fait, eh ben, il y a une erreur, en fait. Et ces cellules, quand elles butent, en fait, elles ont tendance à se plus rapidement que les autres cellules. Donc, c'est juste une petite cellule qui vont faire un pas de côté, qui s'est multipliée, et ça fait un polype. Et puis, là, et c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri, et pour reprendre la réponse que et moi, ce qui me choque, c'est qu'on a des cancers de plus en plus précoces, c'est-à-dire qu'avant, les cancers de conséquence, c'est rare, quoi. Et là, Mathieu m'a fait cette semaine, là, je viens d'avoir un cancer de 37 ans. Ça ne paraît pas. Donc, je pense qu'il y a vraiment. Et il n'y a pas d'accumulation familiale.
Il n'y a pas donc le temps de polype, c'est j'ai 38 ans, j'ai un cancer, je n'ai pas de mutation génétique en tout cas connue, mais c'est vrai que l'environnement joue un rôle catastrophique. Il faut vraiment faire attention à ça. Et par il faut vraiment passer à voir pour la terre, il n'y a pas de traitement à terme. Il faut vraiment enlever en sueur, donc c'est vraiment un traitement. Et après, donc, encore, la coloscopie, ça se fait au bloc parce qu'il faut qu'il y ait des machines, etc. Il faut que tu sois endormi, il faut une anesthésie. Et ce n'est pas un bloc opératoire, parce qu'on ne va pas du tout ouvrir. Juste, on passe une caméra par l'intérieur qui permet d'enlever les polypes. C'est pour ça que ça se fait une coloscopie qui dure à peu près une vingtaine de minutes. Même plus, s'il n'y a pas de polypes, évidemment, les aspects ambulatoires. C'est-à-dire que le patient arrive à 7 h le matin, à 11 h, il est sorti, il va très bien, il a oxygéné, et surtout, il sent rien, parce qu'on passe par les voies naturelles. Et après, si le polype est plus gros, ben là, on fait appel au chirurgien, et là, ben, c'est un petit peu bon. Même si c'est une nouvelle technique comme Massimo, ben, c'est qu'on a moins de striation, moins de douleur. Sur le stade, il y a des réunions de l'utilité. Oui. Ça te prend des temps, peut-être sur le moment où Ça peut être très rapide. En fait, si tu veux, donc, prends l'exemple, je vais faire une coloscopie, je tombe sur un cancer, une grosse tumeur, on le voit tellement c'est haut, ça peut être un cancer. Je vais faire des petites biopsies. Donc là, par rapport à ce que je disais, c'est que là, l'hôpital accepte qu'on ait un cancer de les interpréter sur place. Donc là, en gros, il faut une petite semaine pour avoir les résultats. Une fois qu'on a la preuve que oui, c'était un cancer, on présente le dossier et ces fameuses réunions, c'est toutes les semaines, c'est tous les lundis pour nous. Donc, c'est ultra rapide. Et une fois, l'avantage de ces réunions, c'est qu'on prend la décision et à la réunion, il y a la secrétaire d'oncologie, il y a la coordinatrice. Donc, dès l'après-midi, hop, on donne les rendez-vous. Donc, c'est super rapide. Donc, après, ça dépend si c'est l'oncologie. Mais globalement, si tout le monde joue le jeu, en 15 jours, et c'est pour ça que les CPF jouent un grand rôle, parce qu'elle essaie vraiment de réunir tout le monde et de faciliter vraiment. Et avec l'Institut Gustave Roussy, cette semaine, a eu la 2000e RCP avec l'Institut Gustave Roussy. Donc, quand au niveau local, c'est des choses un petit peu particulières, ils se réunissent avec des médecins en métropole. C'est lui, nous, patients polynésiens, de se déplacer. On a le traitement avec des spécialistes vraiment pointus sur la particularité. Et on reste en Polynésie pour se faire soigner. Il y a énormément de chance en Polynésie. Ce n'est pas le cas dans tous les autres endroits. Et puis, on a accès à toutes les molécules, enfin, même pareil, hein, on va même avoir accès aux recherches, parce que quand on sort un nouveau médicament, il faut se tester, c'est comme ça. Donc, on fait des essais cliniques. Et par avant, en Polynésie française, on ne pouvait pas le faire parce qu'il y a une réglementation particulière. Et là, de plus en plus, on va pouvoir inclure nos patients et donc donner à nos patients la chance d'avoir accès à des médicaments qui ne sont pas encore en santé. Dans tout ça, c'est toujours difficile les nucléaires, quel a été leur rôle. C'était vraiment difficile de le préciser. Moi, ce que je dis, c'est que Benoît et le Polynésien a droit au bénéfice du doute. Et si on a un doute, il faut que ça bénéficie à celui qui a peut-être souffert de ça. Donc, c'est toujours difficile. Il y a déjà eu d'autres endroits où il y a eu des bombes qui ont été lâchées. Il y a des liens de causalité qui sont clairs. Et puis, il y a d'autres fois où c'est beaucoup plus compliqué de dire voilà, tel cancer est apparu parce qu'il y a eu cellulaire de telle date à telle date, aérien, ballon, souterrain, bon, c'est difficile de chercher bien. Et donc, dans le doute, justement, il y a eu cette moment, il y a eu ce dispositif qui permet que chaque patient, ou les ayants droit d'un patient là, ont le droit
bénéficier d'une analyse très singulière de leur dossier et, si possible, s'ils rentrent dans des critères bien précis, de bénéficier d'une indemnité. Donc, c'est ça qui prévaut maintenant, et je pense que c'est vraiment une avancée. Ça s'est fait sur quelques années, et je pense que c'est quelque chose d'important. Et notamment pour les patients qui étaient vraiment au contact, c'est-à-dire les travailleurs de Moldova, etc. Eux, ils sont suivis de façon très régulière et eux, ils rentrent dans un protocole spécial où ils ont des coloscopies régulièrement. En fait, c'est une consultation très fréquente et on les envoie pour faire des coloscopies. Parce que pareil, personne ne pourra dire ce cancer-là, c'est à cause de la peau. Parce qu'il y a tellement d'autres facteurs qui agissent, comme l'âge, l'alimentation, l'alcool, etc., etc. Il n'y a rien qui pourra nous dire que c'était à cause des rhumes. Dans le doute, on fait encore plus d'attention à ces patients-là. Et là encore, ce serait un argument de plus pour dire faisons-nous encore plus d'épicer parce que possiblement, si vous étiez présent sur des mois quand les décès, vous avez pu être irradié. Donc, c'est un facteur de plus en plus de tout ce qu'on a eu. Donc, encore plus d'épicer. Pour le test scanner, c'est ça? Et pour le médecine nucléaire. 30 ans, on a un cancer. C'est ça, ça, qu'est-ce que tu veux? On n'est pas en avant le cancer, c'est 30 ans, on a c'est-à-dire que ça met du temps. Le cancer, il n'apparaît pas comme ça du jour au lendemain. Enfin, pour le soin, on est vraiment en retard de 30 ans. Tu trouves qu'on est en retard? Alors, c'est ce qu'il disait. Hein? Moi, sincèrement, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Non, c'est ce qu'il disait. Tu sais, il y a plein de gens qui disent encore. Oui. 30 ans, on n'a rien, mais c'est pas poussé. Je ne dirais pas ça. Non. Je pense qu'on a vraiment un accès. Ouais. Je l'ai pas vu, mais je vais te dire qu'on a un accès pratiquement à tout. Et effectivement, ce que disait Pierre, c'est sûr qu'on va avoir. Moi, je trouvais que c'était une perte de chance. Je le dis comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la réunion avec la CPS, mais il y a une perte de chance pour le patient polynésien parce qu'il n'a pas accès aux essais cliniques. Donc, il a la double peine. Il a le cancer, éventuellement un cancer métastatique. Il a éventuellement un traitement qui pourrait être fait dans le cadre d'un essai clinique, parce qu'il a échappé à d'autres traitements auparavant, mais il n'a pas le droit. Ça ne sera pas pris en charge, et donc il ne peut pas aller faire son traitement, il ne peut pas être évassané pour ça. Donc, il a la maladie et il ne peut pas avoir le traitement qui pourrait peut-être pas le sauver, mais au moins lui donner une chance supplémentaire. Donc, les essais cliniques, c'est quelque chose d'important, ça va aussi être mis en place, ça prend toujours un petit peu de temps. En attendant, je peux te dire que toutes les molécules dont on dispose en France, on les a aussi ici, sans aucune limitation. La seule chose qui manque ici, c'est un moyen diagnostique, c'est le TEP scanner. Au moment, on ne l'a pas encore, tout est en train d'être mis en place. Il faut mettre en place le cyclotron, on ne sait pas encore pour le mettre, il y a tout un tas de problèmes matériels pour le faire, mais je pense que d'ici 1 ou 2 ans, 2025-2026, il y aura aussi ce moyen de diagnostic très important qui est le TEP scanner, qui est une des causes premières des VASAD pour les patients, parce que quand un patient il a, semble-t-il, sur un scanner, une IRM, une imagerie classique, une seule ou 2 métastases, et qu'on a des doutes sur d'autres localisations, il faut faire un état des lieux. Avant de commencer un traitement, il faut savoir exactement d'où on part. Si on ne sait pas d'où on part, on ne sait pas où on arrive. Donc, le TEP scanner permet ça. Il permet de dire, la maladie, elle est comme ça maintenant, je fais un traitement, je refais un TEP scanner après, et je vois ce que j'ai gagné et ce que je peux faire comme traitement. Je dois faire comme traitement complémentaire, chirurgie, rayon, radiofréquence, et tout. Donc, le TEP scanner, ça sera un grand avantage. Ça permettra de ne pas surtraiter certaines maladies. Des fois, on voit un nodule, on pense que c'est méchant, on n'arrive pas à le biopsier, on va faire une chimiothérapie, alors qu'on fait un TEP scanner, on verrait que c'est rien, c'est négatif. Ça permet de ne pas surtraiter les patients et ça permet de rattraper d'autres. Parfait. On est content ici. Voilà. Il va être installé au Taoné, il va être installé, alors je ne sais pas trop là. Après, sur ce que tu disais par rapport aux pertes des patients polynésiens, on va se replacer, si tu veux, par rapport à l'ensemble des Outre-mer. On a énormément de chance en Polynésie parce qu'on est soigné en local. Si les professionnels ne peuvent pas nous soigner, on est évassané en métropole, alors que sur les autres territoires, à partir du moment où tu as fait la biopsie, tu vois ce que tu es doté,
en Martinique ou en Guadeloupe, il faut attendre entre 4 et 10 mois pour le résultat. Là, il t'a parlé de 15 jours. D'accord? Donc, on a énormément de chance, il faut en prendre conscience. Et des propos que peuvent tenir cette personne, c'est ce qui va être colporté. Et puis derrière, tu vas te dire, bah non, ça ne marche pas. C'est important ces réunions, tu vois. Et puis la chance de passer, c'est qu'on a des CPS. Enfin, c'est d'accord avec la CPS, mais c'est quand même extraordinaire que la CPS paie. Alors, la CPS paye des VASAT, c'est-à-dire ce que ça coûte pour qu'on puisse, si on ne peut pas le faire ici, on peut être soigné malgré tout. Il sait que c'est une chose. Il y a des personnes, donc, des impératifs. Merci beaucoup. C'est très, très grande belle. Voilà. Comme tu dis, vous êtes venu une fois, c'est la première fois que tu viens, c'est la dernière. Voilà. 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 Robert Hervé, c'est un habitué. Ça va, allez, Nana. Allez, non. À demain. Bah, il faut dire,